Mais il y en a qui font du contenu à profusion juste pour choquer puis faire du contenu à profusion, mais ils n'ont pas de message. Si on n'a personne de la diversité qui s'inscrit, on n'aura pas de nommé de diversité. Les femmes ont beaucoup tendance à faire des événements entre femmes. Je suis pas certaine que ça sert personne faire ça. Moi, j'ai pas envie de vendre quelque chose dans lequel je crois pas. Fait que si je t'offre quelque chose, c'est parce que ça a une vraie valeur. Il y a des sponsors qui vont être là pour les impressions. Il y en a qui vont être là parce qu'ils veulent faire un brand activation qui sort de leur contexte habituellement. Genre, la façon de sauver la culture québécoise, c'est d'informer les artistes sur comment arriver sur le web. Là, le free speech, ce n'est pas une occasion pour être raciste, être sexiste ou dire de la désinformation. Il y a une limite. En business ou en général dans ma vie, j'ai une énergie très masculine en étant très féminine. La finalité, pour moi, c'est de devenir un dragon. What's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je suis votre host, Ray Anthony. Vous le savez déjà pour un autre épisode. Quelqu'un que j'ai énormément de choses en commun. Donc, c'est une femme qui grind, qui a vendu tout ce qu'il y a à vendre sur la planète. Donc, si vous avez besoin à closer des deals, vous allez voir, c'est elle que vous allez voir pour closer vos deals. Une experte en marketing. Et aussi, comme vous l'avez sûrement déjà vu, si vous êtes partie du monde, vous faites partie du monde québécois des créateurs de contenu. Donc, c'est une des cofondatrices du Gala Créa. Ouh, on parlait de création de contenu. Mais avant tout, guys, je veux énormément féliciter tous nos abonnés, toutes les personnes qui s'abonnent dernièrement, qui nous donnent des messages d'encouragement, qui nous donnent... des fois, je remarque que j'en dis énormément beaucoup sur moi parce qu'il y a du monde qui me vient des trucs que ah ouais, j'ai dit ça. Extrêmement personnel, mais bon. Merci de votre écoute. Abonnez-vous sur Spotify, sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Vous savez déjà, on est partout. Référez-nous. On est ici pour vous donner vraiment de la valeur, mais essentiellement, on est ici pour raconter l'histoire des hustlers du Québec. Et sans mentionner les hustlers du Québec, une des plus grandes familles en ce moment qui est en train de ravager le fast-food au Québec, mais un de nos fiers partenaires, on peut le voir ici, Salvatore. Qu'est-ce qu'ils vont acheter prochainement? On ne sait pas. Mais qu'est-ce que vous allez acheter? C'est la pizza poutine aile de poulet. Vous allez voir, si vous utilisez le code promo YSP, 10% de rabais sur l'application ou sinon en ligne directement. Moi, je vous conseille, regardez, les vendredis soirs, c'est réservé pour la pizza. Moi, j'ai plus de neurones, fait que je me casse pas la tête. Pizza, chez Salvatore. Vous savez déjà, guys. Donc, dès que vous commandez Salvatore, vous encouragez le podcast. C'est aussi simple que ça. Donc, pensez à moi quand vous mangez cette bonne pizza au pepperoni. Donc, ma prochaine invitée, comme je vous ai dit, je vous ai garanti, guys, j'ai Laurence avec nous. Yes, allô? Laurence LH. Yes, LH, avec le secret Exactement. last name that no one knows. J'ai pas le droit de dire son information de passeport. Ça va? Yes, merci de nous recevoir. Bien, merci d'être venu. Je me suis dit, à un moment donné, c'est sûr que je l'ai invité. Je ne sais pas dans quelles circonstances, je ne sais pas comment, mais ça a comme tombé comme, tu sais quoi, this is the moment. Puis, comme je te dis, genre, j'aime voir tes opinions dans les airs, dans le monde Facebook. Puis, je suis comme, elle, ouais, c'est le moment. C'est parfait. Personne ne me demande rien, mais je dis pareil. Ben, c'est bon, ça. Exact. C'est comme le reste de Facebook aussi. On ne demande rien, mais vous donnez exactement du juice. Puis le pire, c'est les autres qui s'embarquent dans les commentaires. Regarde, il y a tout plein de trucs que tu as écrits. J'ai commencé, je suis comme, non, fuck it. Why? Parce que ça fait, regarde, je regarde mon calendrier, je regarde mon horaire de la journée. Je sais que je vais écrire ça. Tu vas répondre. Je réponds, quelqu'un d'autre va embarquer. Puis là, je viens de perdre genre au moins 1 heure, 2 heures juste à répondre, à checker. Là, genre le soir, je suis en train de checker tous les commentaires, répondre. Puis là, ma femme est comme, hey, c'est quoi que tu fais? Pourquoi tu ris? Pourquoi tu es comme ça? Je suis comme, yo, je suis en train de gérer des sujets, en train de gérer puis défendre mon opinion. Exact. Mais c'est important de le faire. Je vous invite tous à toujours voice votre opinion. Il faut. Non, bien dit, comme tu le fais. Mais comme je te dis, genre, j'ai appris aussi, tu sais, à gérer mes priorités. Oui, évidemment. On n'a pas rien que ça à faire dans la journée. Ben, je sais que je peux facilement me perdre si j'embarque dans ces trucs-là. Mais des fois, ça me tente. Tu vois, regarde, dans un des scandales qu'on va aborder, j'en ai embarqué dans un, là, ça a fini de 1 commentaire à 80 commentaires suivis. J'ai passé, je pense, le week-end juste à... Ben oui, c'est sûr. Mais... c'est le fun, ça m'a permis de voir, hey, ça, qu'est-ce que le monde pense. Puis tu reçois une couple de menaces, par-ci, par-là. Tu fais quelque chose de bien quand tu reçois des menaces.
C'est sûr que les haters, bon, ça aide au clout, hein, déjà en partant, mais la majorité du temps, quand je poste sur Facebook, parce que j'adresse quand même mes sujets de façon... je suis pas trop dans le scandale. Je vais poser des questions auxquelles je veux vraiment avoir différentes opinions qui vont m'être sorties pour me faire une idée des fois sur quelque chose. Ce qui veut pas dire que je vais changer mon opinion de base. Mais ça permet de faire progresser sa pensée. C'est ça qu'est-ce que j'aime de toi. Je trouvais que, tu sais, avec toi, on peut avoir une conversation, même débattre des sujets qu'on est chacun en désaccord, mais que ça va être quand même dans une bonne façon saine. Fait que c'est là que je l'ai vu, tu sais, la façon que tu répondais, je suis comme, tu sais, c'est excellent, c'est ça qu'il faut. Il faut plus de débat. J'ai vu, c'est qui que j'ai vu qui est allé dans le podcast à Sam Baudry derrière Fred Rio? Oui. Ouais, elle a quelque chose, elle a partagé, elle dit, parlait du cancel culture, elle dit, ben il faut qu'on relance le débat. Il faut qu'on soit capable d'être une société capable de débattre. Parce qu'en ce moment, on l'a perdu. En ce moment, tout le monde, comme j'aime pas ce que tu dis, ciao, bye. Et ne pas tomber dans la facilité de l'insulte, du non-respect, parce que tu n'as plus rien à dire. Parce qu'en réalité, quand tu vas là, c'est parce que tu n'as pas d'argument. C'est forcément ça. Tu sais, par exemple, mettons, des fois, quand je dis des conneries ou des trucs comme ça va en ligne, puis après, le monde commence à écrire. Je m'amuse à voir les personnes qui insultent l'image. Je suis comme, c'est ça que tu as à dire? T'as pas comme un contre-argument, genre constructif, une critique. Il faut vraiment que tu insultes l'image parce que tu viens de perdre. 100%. Anyway. Fait que toi, t'es une personne qui grind énormément. Quand même. I like to think so. Ça veut dire quoi, ça, like to think so? Tu penses-tu que t'es où est-ce que t'es? Tu penses-tu qu'il t'en reste? Tu penses-tu que t'es en chemin? Où est-ce que tu devrais être? Je dirais que là, je suis rendue à un moment dans ma carrière où j'ai un bon réseau, j'ai une bonne expérience et des bonnes compétences. Est-ce que je suis comme à la finalité? Pas du tout. La finalité, pour moi, c'est devenir un dragon. Oh. Donc, je suis vraiment loin de là. Mais en attendant, j'ai travaillé énormément sur mes skills puis travaillé à aller chercher de plus en plus d'expérience pour me rendre là, tout simplement. Fait que, est-ce que I'm at a good place? J'ai fini de comme chercher ce que je veux ou ce que je suis. Mais est-ce que j'ai atteint genre mon objectif ultime? Non, pas du tout, là. Même pas proche. Mais c'est bon. Je pense que, tu sais, encore là, c'est là que je trouve que, tu sais, on a peut-être des choses en commun où est-ce que, avec l'échange qui va suivre, je pense qu'on va toucher beaucoup de points dans lesquels, tu sais, on se dirige. Je suis curieux sur quelque chose. De quel âge? J'ai 33 ans. OK. Tout jeune que moi. Ah ouais? Mais c'est bon parce que, tu sais, regarde, pourquoi je pose cette question-là? Juste pour voir vraiment où est-ce que tu en es rendu, parce que la manière que tu parles, on dirait que je peux parler de la même façon. Je me dis, OK, es-tu proche de vraiment mon âge? Ou est-ce que moi aussi, je me sens où est-ce qu'il y a certaines choses que je dois plus faire? Là, je suis genre en mode comme genre, j'ai comme mon jardin, je l'ai semencé. Exact. Same. Puis ça pousse, là. Ça pousse. Une coupe de fruits, là, même. Là. Tant mieux. Fait que je suis rendu là, mais encore là, c'est pas ça pleine genre nature. Ça continue. Fait que c'est ça, on dirait que tu es peut-être quelque part dans ça. Ton jardin, il pousse. Mon jardin, il pousse, certainement. Bon. Tu es spécialisé en marketing. Oui. Quel genre de marketing? J'ai touché à beaucoup d'affaires. Là, ça fait 7 ans que j'ai ma compagnie, puis en 7 ans, j'ai comme changé d'orientation marketing 3 fois. Fait que j'ai commencé par faire de la formation en réseaux sociaux. Après ça, j'ai migré vers la gestion de réseaux sociaux. Puis finalement, ça fait 2-3 ans que je suis plus dans l'univers des commandites. Mais ça reste tout du marketing. Ouais, OK. Fait que beaucoup dans les réseaux sociaux. C'est bon. Ouais. Puis la vente, c'est quelque chose que... Est-ce que la vente est venue avant le marketing ou après? Avant. La vente, ça a été comme dans mes premières jobs. J'ai fait ça... en fait, j'ai été en restauration quand j'étais à l'université. J'ai étudié en gestion. Fait que j'ai un bac en management qui est spécialisé en agroalimentaire et en marketing. Puis pendant mes études, j'avais une job en restauration. Mais tu sais, être vendeuse ou être serveuse, ou barmaid, c'est un peu de la vente aussi parce que t'es quand même vraiment au service à la clientèle. Puis après ça, j'ai vraiment plus travaillé en vente. J'ai fait du MLM.
J'ai construit mon empire de vente directe. ACN? Non, Mary Kay. Pendant 1 an et demi, je suis devenue directrice des ventes. J'allais me chercher un char payé. J'avais une équipe de 125 staff. OK. Ça a quand même... C'est juste, à un moment donné, on me demandait genre, OK, es-tu prête à devenir directrice nationale pour faire ça toute ta vie? La réponse était non. Parce qu'il me manquait du créatif là-dedans. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement créatif. Puis j'ai besoin de travailler des projets qui vont prendre le plus de mes compétences en même temps. Puis ça, c'est le gala. C'est définitivement ça, c'était le projet. Il n'y a rien dans toute ma vie professionnelle qui a utilisé autant mes compétences que le gala. À tous les niveaux, genre. Être capable de lever du financement, être capable d'être créative, être capable de build un network, de partir une campagne, dans le sens où il a fallu vendre l'idée aux créateurs que ce qu'on faisait, c'était nice puis qu'ils avaient envie d'embarquer dedans. Là, Fait que tout ça, ça a utilisé énormément de mes compétences. Puis c'est pour ça que j'adore ce projet-là. C'est super cool. Puis je pense qu'on va pouvoir en revenir plus tard sur ça. Ouais. Mais au moins, ça me permet d'avoir une bonne idée un peu de ton background. Mais encore là, comme comment je t'ai connu, comment je te vois aussi aller, tu es une femme qui est vraiment qui est en contrôle de ses affaires. Soit, qu'est-ce que la perception que je vois, c'est correct derrière. Regarde, c'est ça le trajet entrepreneurial. Je suis comme, fou, ça curve. Des fois, on est dans le fossé et on ressort. Mais tu as l'air quelqu'un qui contrôle ses affaires. Puis je me souviens quand je t'ai vu au dernier gala, tu avais un verre de champagne. Puis je te voyais, tu étais comme. Tu avais l'air comme, fatigué. Ah, mais tu avais accompli quelque chose de quand même nice. Oui, 100%. C'est comme... C'est la meilleure et pire journée de mon année, là, le gala. On ne fera pas semblant. Là, genre juste le stress qu'on vit comme les producteurs cette journée-là. Il y a même du monde qui sont venus nous parler après à d'autres événements qui sont comme « Oh mon Dieu, aujourd'hui, vous êtes parlable. » Genre. Au gala, on vient vous voir. Genre, il n'y a pas de son, pas d'image. Le monde nous parle. Mais tu sais, comme c'est un contexte que genre entre ici puis 3 mètres, j'ai 4 questions avec quelqu'un qui me parle en walkie-talkie, là, tu sais. Ouais. T'es sur-sollicité, tu sors de là, t'es vidé. Là. Ça doit. Il ne te reste plus une once d'énergie. T'as de la misère à rester debout. J'organise des petits événements, puis ça prend du jus. Je peux juste imaginer ça là. C'est un événement d'ego aussi. Là. Tous les égos du Québec sont là. Ah ouais, mais ça, c'est un autre game là, à gérer. C'est un autre univers. Les gens ne s'imaginent même pas. Bon. Fait que je fais le tremplin vers vraiment ce segment-là que j'ai avec Shop Santé, donc notre fier partenaire ici que je suis fier d'avoir parce que pour moi, ce que j'ai découvert, surtout avec le podcast, surtout avec l'entrepreneuriat, c'est que la santé, c'est number one. Parce que si tu ne l'as pas, tu n'as rien. Je m'en fous que tu aies des millions, mais c'est des millions à payer une facture d'hôpital. Oublie ça. Tu as fait tout ça pour rien. Mais je pense que si on est proactif sur certaines choses, on est capable d'éviter vraiment toutes ces douleurs-là, autant mentales. Puis moi, j'ai eu mon parcours aussi où est-ce qu'à un moment donné, ça commençait à être dur. Puis j'ai compris certaines choses quand j'ai trouvé la façon de me relever. Puis ça, c'est la question que je pose à tout le monde qui vient ici avec ce segment-là. Tu es dans le grind. C'est quoi ton hack, toi? C'est quoi ton truc qui te permet de maintenir un équilibre dans toute vraiment la tempête qui se passe de tous tes projets, autant d'un point de vue mental, physique, mais aussi, je rajoute, assez important, la spiritualité derrière maintenir, en anglais, your sanity. Ben, en toute transparence, moi, j'ai 2 enfants. Ah, ça, c'est le fun. Fait que il n'y a rien qui te ground plus que ça. Là. C'est comme, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta journée, tes enfants, ils te ramènent sur Terre, là, entre 5 et 8 heures le soir. Tous les soirs. Fait que c'est sûr que je passe beaucoup de temps avec eux. Il y a une bonne partie de ma vie qui est aussi être mère. Même si je m'excuse vraiment pas de dire que c'est pas assez. Je pourrais pas me contenter de faire que ça. Mais clairement que c'est un aspect pour moi que genre j'ai toujours su que j'allais avoir des enfants. Là. Ça faisait, j'avais 8 ans, puis c'est une évidence pour moi que ça allait arriver. Là. Puis, ils ont quel âge? 1 an et 3 ans. OK. Je suis à peu près dans la même des bébés COVID, là. Oui. À peu près, genre le premier. Ouais, moi aussi, il a 3 ans, puis 5 mois. Ah ouais? Je savais même pas que tu avais des enfants. C'est cute.
Je sais, il y a une partie de ma vie très personnelle C'est qui fait correct. pas. Puis, regarde, ça, c'est comment je vois les choses, mais comme je le dis, c'est pas rare que j'entends ça. Comment je savais pas que c'est ça le but. Ben, moi non plus, les gens... ben, je veux dire, si tu me suis, oui, ben, je mets des photos d'eux, mais il y a du monde que je rencontre dans le day-to-day qui le savent pas puis qui sont surpris. Mais ça, je l'avais vu que tu avais des enfants, ça, ouais. Fait que je pouvais avoir une orientation que c'était à peu près dans le même âge que les miennes, là. Mes 2 petites filles. Cute. Fait que c'est eux qui te gardent genre vraiment sur terre. Tu sais, à la fin, je peux imaginer genre, OK, quand le gars là, par exemple, l'année dernière, quand tu es retourné à la maison, il dormait sûrement. Ben là, c'est sûr que je l'ai fait garder là, pour les Ouais. gars-là. Genre Mais- 2 jours. Là. C'est comme là. Parce que, oublie ça, là, je suis tellement crevée en sortant de là aussi, il faut que je dorme. Mais oui, c'est sûr. Maintenant, tu sais, moi, je m'entoure aussi de gens qui sont vraiment authentiques. On va dire dans mon. Les gens que je laisse rentrer dans mon énergie, on va dire. Mhm. Genre, really, like, people I care about. C'est des gens qui m'élèvent. Mhm. Donc, ça aussi, ça aide à connecter avec la spiritualité. Genre, j'ai un de mes amis qui m'a coaché aussi, puis ça m'aide à prendre un œil extérieur sur moi-même. Je comprends. Ben c'est bon. C'est la première fois que je pense que quelqu'un mentionne, c'est vraiment que l'élément d'avoir une personne externe, c'est vraiment pour te ramener sur ta direction, là. Exact. Puis, c'est super important, l'environnement, je trouve, derrière ça, surtout que, tu sais, essaie d'être un entrepreneur, gérer une business, mais d'un partenaire de marde, au partenaire. Je pense que ça peut facilement être vraiment, genre, une personne qui va juste tout nuire le projet. Parce que là, tu travailles, tu as le stress de vraiment gérer une business, mais tu as un stress à la maison aussi. Dans le fond, tu ne peux jamais retourner à la maison. Je suis comme, fuck it, je vais rester au bureau. Ah, clairement, ta vie familiale a une incidence directe sur ta vie professionnelle. Et si t'as pas avec quelqu'un qui est ton ride or die, oublie ça. Là. Puis toi, ton ride or die, es-tu un entrepreneur aussi ou c'est un... Oui, il est aussi Ah ouais? entrepreneur. Il fait de la création de contenu. Oh, Il shit. comprend bien ce que je fais. Puis il m'encourage dans tous mes projets. Puis comment ça a été cette discussion-là, tu sais, admettons, de tous ces projets-là? Parce que je trouve que, regarde, moi, genre, ma femme est salariée, fait que ça fait une balance, OK, il y a une balance de revenus au moins dans la maison. Fait que, au moins, il y en a une que tu sais déjà qu'il y a un revenu qui rentre, puis l'autre, tu sais, moi, ça peut aller très bien, que ça peut baisser, des fois, il y a des occasions que ça allait mal, mais au moins, il y a toujours une stabilité derrière ça. Mais quand tu as 2 personnes qui sont vraiment dans... Puis c'est drôle ça parce que tu sais, du monde qui disent l'entrepreneuriat c'est instable, je suis contre ça. Parce que tu peux perdre ta job demain, comme on voit à Post Canada en ce moment. Il y a du monde en ce moment là, qui sont en train de faire la grève, là, ils n'ont pas de revenus là, qui rentrent. Puis tu es supposé d'avoir une job stable, tandis que tu sais, nous, si admettons, tu perds un client, tu peux aller en chercher un autre. Fait qu'on peut toujours trouver une certaine stabilité derrière les choses. Ça dépend c'est quoi ton modèle d'affaires. Là. Il y en a qui ont, tu sais, mon chum, il a un modèle d'affaires qui est plus basé sur un revenu passif. Fait que c'est sûr que c'est moins fluctuant que moi. Alors que moi, je travaille plus comme des gros contrats, puis après ça, des fois, c'est comme mort. Puis après ça, je reprends des gros contrats. Mais, tu sais, ça fait quand même 7 ans que je fais ça. Fait que je le sais, là. Je connais mon marché, je connais mes fluctuations. Je comprends que quelqu'un peut avoir un struggle de dire c'est instable d'être entrepreneur parce que c'est quelqu'un qui n'est pas comme de facilité à peut-être générer un revenu parce qu'il n'est pas bon en vente. Il y en a beaucoup. Là, que ça commence par la peur du non, là, direct. Puis moi, I'm way over that. Là, comme tu sais, genre, ça fait plus que 12 ans que je suis en vente. Fait que je suis pas... ça me fait plus rien. Là. Ça fait dire Je non pense- plusieurs fois. Ouais. En fait, honnêtement, à un moment donné, il y a eu un switch dans ma tête où je me suis dit, moi, j'ai pas envie de vendre quelque chose dans lequel je crois pas. Fait que si je t'offre quelque chose, c'est parce que ça a une vraie valeur. Puis à la fin, si t'en veux pas, c'est soit pas un bon fit, soit you're lost. Next. Puis c'est quoi la chose la plus bizarre que tu as vendue? Sûrement les biens mobiles dans les jets privés. Des biens mobiles dans des jets Ouais. privés. Quand je dis mobile, c'est que c'était pas des meubles, c'était comme des accessoires. Fait que, exemple, des plateaux en cuir ou des lits ou des draps, genre en high linens ou des pinces à sucre en argent plein. Ah ouais. Ouais, c'est juste... C'est là que tu te rends compte que, tu sais, la notion de l'argent est vraiment pas pareille. Dans un autre monde, ouais. Ouais. Tu sais, les ultra riches qui ont des jets, exemple,
ça n'a pas rapport. Là. Ils font un walk-in dans un magasin, ils achètent 200 000 sur le fly. Là. C'est pas... Comment tu as trouvé ce job-là? C'est juste, ils ont plusieurs points de service à Montréal. Je ne ferai pas leur publicité parce que ça n'a pas super bien fini. OK. Mais oui, il y a des fournisseurs pour tout, là, au bout de compte. Là. Fait que, eux, ils ont des magasins à Montréal, puis tout ça. Puis ils ont un partenariat avec Bombardier. Puis chaque fois qu'il y a un jet qui sort, plusieurs, là, pas juste Bombardier, mais Gulfstream ou peu importe. Chaque fois qu'ils sortent un avion, dans les... Tu sais, tu as des baselines pour les avions. Fait que, genre, mettons, la vaisselle de base, c'était une ligne qui était comme 20 000 $. Mais ça, c'était comme... C'était cheap, ça. Ah ouais, ça, c'est le cheap. C'est pas cheap, là, mais c'est comme le premier level, tu sais. Fait que t'as ceux qui achètent, mettons, les verres Christophe, là, qui étaient comme 88$ en cristal. Puis là, il faut que tu payes le insert dans l'avion qui est aussi cher, parce qu'il faut que le verre soit dans un insert à 1 mm près pour que quand il y a de la turbulence, ça pète pas, right? Fait que chaque objet a un insert qui est fait sur mesure dans un tiroir d'avion, qui coûte le double. Damn! Fait que là, on est rendu... Ça, c'est 20 000 sans les inserts. Mais là, si t'es genre un peu en ego trip de faire brander ton avion au complet, c'est much more expensive, là. Non, c'est vrai. Il y a du monde qui crache de l'argent. Ben oui. Mais c'est ça. C'est un rapport à l'argent qui est complètement différent du monsieur, madame, tout le monde, là. Puis toi, tu sais, dans tout... Puis ça fait combien de temps que tu faisais ça? Ça fait comme 7-8 ans, je pense. OK, fait que dans les débuts, on pourrait dire... Ça faisait déjà 5-6 ans que j'étais en vente, là, vu que ça faisait longtemps que je faisais ça. Mais, ouais. Fait que ça, j'ai fait de la vente directe. J'ai vendu dans des kiosques éphémères, man, dans des centres d'achat. Où tu te rappelles, à un moment donné, il y en avait dans toutes les stations-service. Les FW... Un genre de push-push là, pour nettoyer n'importe quoi sur ton auto. Puis là, il y a quelqu'un qui te faisait une démo pendant que tu gazais. Il allait nettoyer une lumière sur 2. Oh. Là, tu peux pas t'en aller, t'es en train de gazer. Oh, fuck. Ça aussi, j'ai fait ça. Oh, shit, t'en as vendu, hein, des trucs bizarres. Des imprimantes. C'est pas Dans bien. les parcs d'imprimantes. Genre, faire du porte-à-porte à Boucherville dans le parc industriel. Du porte-à-porte, t'en as fait souvent? Non, pas tant. Mais ici, why? Tu sais, en porte-à-porte, exemple, à Boucherville, je rentrais, puis je voyais la réception, puis je voyais direct c'était quoi la marque d'imprimante juste derrière elle. Fait que c'est pertinent de faire ça. Ou quand tu fais du résidentiel, c'est bien plus facile d'aller cogner à une porte, dire ton drivery est dégueulasse, je te l'arrange, que essayer de faire de la prospection dans le vide, puis tu sais pas, tu sais, il y a un purpose. Puis si t'es bonne en porte-à-porte, t'es-tu bonne en cold call? J'ai jamais vraiment fait la différence, mais le set de skills que tu as besoin, il est plus ou moins pareil. Ouais, faut que tu sois. Je trouve qu'il faut que tu aies un genre de côté sans honte. Ouais, faut que tu sois vraiment comme go-getter, mais plaisant. Tu sais, moi, quand je faisais des cold calls, j'appelais le monde le vendredi. Puis je faisais une joke avec ça. J'étais comme, je vous appelle un vendredi parce que ça a l'air le monde sont plus de bonne humeur. Mais tu sais quoi, j'ai fait un pitch la semaine dernière, puis c'était à 3h l'après-midi, vendredi. Vendredi, c'est une bonne journée pour closer. Puis tu sais quoi, j'ai eu un directeur de vente, il m'a donné un conseil. Je sais pas si c'est un conseil, en tout cas, lui, c'était son approche. Il dit, quand tu vas booker quelqu'un pour voir s'ils sont sérieux à vouloir travailler avec toi, book-les vendredi en fin de journée. S'ils acceptent, sont intéressés, sinon, tu vois ça. Tu perds pas trop de temps. J'y crois. Puis, comme je te dis, c'est un gros deal. En plus, on parle de sponsorship. Moi, c'est un gros sponsorship que j'étais en train de pousser, vendredi passé. Fait que le fait que t'es là, j'allais le sortir le commentaire. Je suis comme, fait que c'est vendredi après-midi. Fait que ça doit être intéressant si t'es ici. Et je suis comme, non, ok, je le dirais pas. Genre, on sait jamais, parce que des fois, c'est tout ça, genre là, le commentaire que peut-être t'aurais pas dû dire, mais je vois pas rien de mauvais à ça. Mais qu'est-ce que j'adore de la vente ou vraiment du cold call, du porte-à-porte? Ce que j'ai réalisé, c'est que je pense que ça devrait être un genre de skill, un talent qui devrait être enseigné genre très jeune à tout le monde. Parce que du moment que tu maîtrises le cold call, du porte-à-porte, puis tu es bon, je suis convaincu que tu vas avoir du succès dans ta vie. C'est sûr que ça aide d'être vendeur si t'es entrepreneur. Maintenant, je crois qu'il y a quand même des personnalités de base qui sont plus portées vers la chose.
Exemple, moi, je suis déjà quelqu'un qui est social. Je vais aller parler aux gens, ça me dérange pas. Puis je suis vraiment dans un vibe genre de... Je m'excuse pas d'être moi-même. You don't like me, tu sais. Fait que ça aide à défoncer des portes, ça. Mais tu as aussi des gens qui sont beaucoup plus stables, beaucoup plus réservés, qui n'ont pas l'air d'être vendeurs et qui attirent une loyauté absolument incroyable chez leurs clients parce qu'ils n'ont pas de l'air vendeurs. Fait que il y a des avantages pour tout le monde. C'est juste que généralement, c'est un type de personnalité qui a moins envie de faire de la vente, de base, mettons. Puis toi, mettons, ça serait quoi ta plus grosse qualité qui fait en sorte que tu es une bonne vendeuse? Je suis vraiment... j'essaie le plus possible de trouver le bon fit pour la personne qui est en face de moi. Je vais pas essayer de te vendre un produit que tu n'as pas de besoin. Je vais essayer de vraiment répondre à ton besoin. Fait que la meilleure partie de la vente, selon moi, c'est quand tu poses les questions pour bien cerner le besoin. Une fois que tu as compris qu'est-ce que la personne elle veut, puis encore là, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à poser des questions. Mais moi, dans les meetings de sponsors, ça arrive régulièrement, parce que sinon, j'ai pas de réponse, que je sors des situations comme « on jase, là ». Mais mettons là, que tu me fais un rabais de 30 000 $, t'es-tu down de faire un échange de services? Juste poser la question, puis de mettre un montant, la personne va répondre oui ou non, puis tu sais where you stand, genre. Fait que ça, c'est quelque chose que les gens ont peur de faire. Puis souvent, je l'utilise de même, dans mes pitchs même, je leur dis « T'es-tu prête pour ma question à $1 million? » Là, ils sont comme « Ah! » J'aime ton approche. Ben oui, puis à la fin, je sais exactement où j'en suis dans ma vente parce que t'étais pas... C'est pas toutes les personnes qui vont comme te partager allègrement. Oui, telle affaire, on est tellement excités de telle affaire. Moi, je le pose, genre, de base, quel forfait t'intéresserait le plus? Je le sais, je sors avec de l'information. Ben, tu sais, c'est justement ça. Tu sais, quand tu es un vendeur expérimenté, toutes tes questions vont être orientées vers OK, j'ai besoin de cette information-là. Exact. J'ai besoin de savoir vraiment quelle direction je m'en vais, qu'est-ce que je te fais, comment. Parce que aussi, en marketing, par exemple, tu l'as sûrement vu, tu vas voir c'est quoi ton budget. Ah, j'ai pas de budget compact. C'est tellement fatigant, ça. Parce que tu veux savoir, je sais pas essayer de te maximiser. Oui, je veux maximiser la facture, c'est sûr. Mais c'est pas nécessairement ça le but. C'est juste savoir dans quelle direction je vais m'orienter pour te sauver du temps et mon temps aussi dans la formulation d'une proposition, par exemple. Fait que. Puis tu vois, le budget, c'est pas ma première question. Non, moi, c'est jamais ma première. Ma première question, ça va être genre, c'est qu'est-ce qui t'intéresse dans qu'est-ce que j'ai dit? Attends, fait que ta première question, ça va être qu'est-ce qui t'intéresse dans... Oui, genre, j'ai fini fait un pitch d'ouverture. Exemple que c'est un pitch de sponsor. Là. On va prendre ça comme exemple vraiment. Dans mon pitch de sponsor, je te présente l'event, puis éventuellement, j'arrive à un tableau avec des valeurs. Dans mon tableau, j'ai de l'affichage, j'ai une activation commanditaire sur place, je vais avoir XY à faire, OK? Il y a des sponsors qui vont être là pour les impressions. Il y en a qui vont être là parce qu'ils veulent faire un brand activation qui sort de leur contexte habituellement. Il y en a que ça va être pour rencontrer les créateurs. Il y en a que ça va juste pour être associé à des grosses compagnies dans un événement où il y a d'autres grosses compagnies. Fait que pour moi, c'est essentiel de savoir. En fait, la question qu'on demande, c'est le lendemain de l'événement, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas être vraiment content? Avec cette réponse-là, je sais ce que tu veux. Tu vas forcément me répondre, ben, mon logo va avoir été vu plein de fois. Je vais te faire un offre orienté autour de ça. Puis éventuellement, on va arriver au budget. Parce que si tu es vraiment intéressé par ce que je t'offre, tu vas le demander le prix. Là. C'est sûr. Honnêtement, j'aime ça. J'aime ce que tu dis. C'est tellement du sens. C'est un style différent un peu de comment j'aborde les choses, mais je trouve que, tu sais, je vais l'essayer. Honnêtement, je vais poser cette question-là. Parce que ça se peut que je l'aille poser, tu sais, d'une certaine... d'une autre façon. Oui, d'une autre façon, mais en bowling, ça revient tout le temps la même chose. Exact. Moi, la question que j'adore poser dans les débuts, c'est quoi ton objectif? Exact. Puis ça revient un peu à peu près, tu sais, comme tu dis, qu'est-ce qui te ferait, genre, contente demain matin dès qu'on aura fini ça? C'est ça. Puis le sponsorship, tu as commencé ça. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans le sponsorship? C'est 100% le gala. Écoute, on a commencé le gala en août 2022. Oui, 2022. On a décidé qu'on faisait un gala. On a créé un brand en 30 jours. Puis après ça, on a construit l'avion en plein vol, mais à un point, mon gars, on n'avait même pas le temps de regarder si ce qu'on faisait, c'était bon. Genre, parce qu'on était déjà rendu à travailler sur d'autres choses. Il a fallu créer un trophée, faire des partenariats. Là, il fallait de l'argent. On jouait avec un budget
approximatif parce qu'on savait pas vraiment ce qu'on faisait année 1. T'sais. Oui, on avait fait de l'événementiel puis tout, mais là, c'est un gala. C'est la première fois que je fais un gala. Fait qu'il fallait lever de l'argent. Fait que, écoute, c'est insane, là, le montant qu'on a ramassé pour une idée. Okay? D'ailleurs, j'aimerais remercier Salvatore parce que c'est les premiers à avoir dit oui. C'est les premiers à nous avoir fait confiance pour ce projet-là. Ben, en fait, ils nous ont dit non 2 fois avant de dire oui. C'est souvent comme ça. Mais c'est correct, tu sais, on n'existait pas. On était là, nous, on fait un gala de créateurs de contenu. Il était comme OK, mais tu sais, qu'est-ce qu'il va nous garantir? Non? Fait qu'on avait garanti des vues légales. On avait un contrat dans lequel il fallait livrer la marchandise. Puis peu importe ce qu'on faisait, on avait comme un plan B pour aller chercher les vues qui manquaient sinon. Puis finalement, on l'a fait. Puis je leur ai envoyé un petit courriel pour dire qu'on avait dépassé 3 fois l'objectif qui était prévu. C'est super, ça. Ouais. T'es-tu nerveuse un peu, genre, dans comment t'avais proposé quelque chose que tu dois garantir? Ça, c'est la chose la plus dangereuse souvent en marketing, garantir quelque chose, un résultat. Oui, mais on s'était dit, si on a besoin, on va faire du Facebook Ads. OK, c'était ça le plan. C'était comme le plan B. Tu mets tout le reste de l'argent, tout fait. Tu vois, c'est drôle parce que c'est après quelque chose, une solution que j'aurais eu tenté à penser, tu sais quoi. On va aller chercher les views d'un autre angle. Dans le pire des cas, ça va être ça. Mais pour vrai, écoute, la première année, c'est sûr que le projet, c'était rien. Fait qu'il y a 1 million d'affaires qui auraient pu ne pas fonctionner. Puis on a juste mis notre corps et notre âme là-dedans, puis finalement, ça a marché, là, tu sais. C'est ça qui m'a starté les sponsors, finalement. Après ça, le monde dans mon réseau a commencé à m'appeler pour ça parce qu'il avait bien vu que j'avais fait ça pour le gala. Avec Maude, là. Je suis pas toute seule. On est 2 à faire le... on commence à recruter pour d'autres personnes pour nous aider avec le financement, mais à la base, on est vraiment plus 2. Fait que toi, t'étais-tu dans le groupe la personne qui était le plus calée en vente? C'est pour ça que tu te lances en ça ou juste parce que c'est toi qui... Oui, c'est sûr que Maude a fait du développement des affaires pour sa compagnie. Moi, je suis en vente. J'ai vendu plus d'affaires différentes qu'elle, mais étant quand même en développement des affaires. Puis je te dirais que notre skills pour closer les commandites est à peu près égal. Les deux, on sait comment faire. Là, on a vu comme la poutine un peu. Là. Puis ça revient toujours à la même chose maintenant. Je peux te faire le processus complet de qui me donnerait de l'argent, combien et pourquoi. Est-ce que tu t'es tourné vers peut-être un genre de mentor pour essayer de t'aider à comprendre vraiment ce game-là de sponsorship? Non. Fait que c'est vraiment basé sur du flair, puis un peu de ton common sense, puis c'est ça que j'essaie de proposer, puis voir qu'est-ce que le client voudrait à peu près, puis je vais tailor genre une solution basée sur ça. Ben, ce qu'on a fait, on a comme inventé, je sais pas si c'est vraiment inventé, mais j'ai pas vu personne d'autre qui faisait ça de même. Nous, notre comparable, quand on faisait nos plans de commandite, on a monté les packages sponsors, puis c'est encore ça que je fais aujourd'hui, avec une valeur de coût par CPM. Okay, vous avez fait le CPM. Nos packages sont calculés là-dessus. Fait que je calcule mes possibles impressions sur chaque package. Fait que chaque affichage a un certain nombre de vues. Parce que je me dis, ça, je peux atteindre ça, ça, je peux atteindre ça, ça, je peux atteindre ça. Après ça, je cumule toutes mes vues. Ça me donne, mettons, 2,5 millions pour mon forfait argent. Ça, quand je calcule avec mon montant par CPM, ça me dit, mettons, c'est 14 000. Fait que ça, c'est le prix de mon package. C'est quoi ton CPM? Entre 5 et 8 $. OK. À peu près. C'est raisonnable. Oui. Surtout pour un contexte où les gens vont, exemple, comparer ça à du Facebook Ads. Sauf que là, je suis dans un contexte où je te ramène dans un événement où est-ce que j'ai plein de créateurs. Les produits que tu as peuvent être distribués sur place. C'est pas un Facebook Ads. Là. Les gens mangent ta pizza. C'est pas la même chose. Fait que c'est là où tu arrives à faire aussi un brand activation qui sort de l'ordinaire, que c'est nous qui s'occupent de toute la logistique. Fait que c'est là qu'il y a du plus-value. Où est-ce que les budgets marketing, ils vont regarder ça et vont être comme OK, tu sais, on aurait pu mettre 30 000 en Facebook Ads, mais si je le mets là, je vais avoir presque autant d'impressions. Plus les gens vont goûter au produit, plus je vais avoir un brand activation. J'aime ton approche parce que justement, j'ai déjà pitch sur cet angle-là. Je suis comme, regarde. Moi, je te le vends, mettons, si je prends le contexte du CPM, j'ai déjà utilisé ce pitch-là, OK, ben, je te fais le CPM à X. Mais si tu vois, genre, le CPM de Facebook pour cette même audience-là, ça coûte X. La différence entre
Facebook, c'est qu'il va juste shooter à n'importe qui. Puis nous autres, on a un côté plus personnalisé. C'est pour ça que tu payes un petit peu plus cher, mais c'est exactement genre une expérience totalement différente. Exact. Puis c'est pas la même chose non plus vendre du marketing à une communauté versus anybody who's seeing your ads. Ça peut pas valoir la même affaire. Les gens qui te suivent dans ton podcast, ils te suivent pour toi. Ce que tu dis, ils l'endossent ou ils vont suivre tes conseils. Ils sont bien plus impliqués que quelqu'un qui tombe sur une pub en Sponsor ad. Oui, exactement. C'est pas la même chose. Comment vois-tu, Gab, puis tu vas voir que peut-être tu vas sentir que mes questions sont très genre spécifiques et orientées parce que, comme je dis, je me baigne dans le même domaine. Comment vois-tu la différence entre vendre, admettons, du sponsorship, contrairement à vendre, dans ton cas, une imprimante? Ben là, c'est sûr que vendre des commandites, c'est vendre du marketing. Alors que vendre une imprimante, tu vas toujours être dans un combat constant de c'est quoi l'affaire qui est la moins chère parce que c'est une dépense. Ça ramène rien. C'est fonctionnel. OK. Fait qu'il faut que tu sois extrêmement agressif sur tes coûts par copie pour l'encre. Puis il faut que tu sois extrêmement agressif sur le deal que tu vas donner si la personne prend 10 ou 20 machines. Fait que, au bout du compte, les imprimantes, ça va être des contrats qui se renouvellent aux 3 à 5 ans. Il faut que tu les appelles au bon moment puis que tu sois compétitif dans des prix. Si tu n'as pas ces deux affaires-là, on s'en fout. Alors que les gens, ils achètent le marketing ou, dans le fond, nos stratégies à travers le gala, exemple, parce que on est créatif, parce que le crowd qu'on ramène a de la qualité puis qui essaie d'aller se rejoindre, exemple, soit les jeunes Gen Z ou Gen X, puis pas Gen Z puis Gen Y, ou aller moderniser, exemple, leurs institutions. T'sais, ils vont pas, c'est vraiment pas les mêmes intérêts de base. OK, mais non. la vente reste une capacité à connecter avec la personne à qui tu essaies de vendre ton produit. Si tu n'es pas capable de faire ça dans tous les contextes, ça ne marchera pas. Non, c'est à peu près ça que j'étais curieux de voir si tu avais à peu près cette même approche-là parce que j'ai réalisé aussi vraiment la différence entre les deux. En mettant du sponsorship, ça aide beaucoup du relationnel. C'est comme tu bâtis une relation, là, puis tu essaies de l'étirer jusqu'à le plus longtemps possible, par exemple. Mais la vente, c'est tout le temps ça, le relationnel. J'ai déjà, même dans les imprimantes, j'ai du monde qui m'ont dit « Je peux pas changer de fournisseur, c'est un de mes amis. » Fait que l'argument, des fois, rationnel, prenait le bord à cause du relationnel. Mais en réalité, les vrais sponsors du gala ou les vrais sponsors avec qui je veux travailler au day-to-day, c'est des départements marketing entre 2 et 6 personnes qui travaillent avec des métriques. Si t'es pas capable de leur prouver que c'est un bon investissement ce que tu fais, ils vont juste pas donner d'argent. Même, even if they like you. Yeah. Ça doit être justifié dans leur budget pour dire, nous, on va avoir un retour sur l'investissement là-dessus. T'sais. Puis, ben, tu sais, le lien aussi, tu sais, comme même gérer un studio de production comme ici, je me suis plongé dans du sponsorship. Puis je suis rentré dans un nouveau chapeau. C'est pour ça que quand j'ai commencé à voir, à un moment donné, je voyais vraiment ce que tu poussais. Puis je pense que une des premières fois qu'on s'est rencontrés, c'était un événement, je pense, du Gala Créa, genre un 5 à 7, quelque chose comme ça. Ben puis, oui. puis je te l'avais dit comme, hey, on a le même skill. Puis je pense qu'on a développé le skill dans le même contexte que de création de contenu. Parce que là, il faut générer de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? On a de la valeur, mais pour alimenter ça, cette machine-là, il faut des revenus. C'est de voir tous les revenus possibles. C'est quoi les sources possibles? OK, tu vas aller chercher du AdSense. OK, tu vas vendre la merch. OK, tu vas vendre genre vraiment peut-être... il y a certains modèles que j'ai vus que peut-être tu peux vendre à un invité, quelqu'un qui vient ici. Mais aussi, le sponsorship devient vraiment une forme que je trouve la plus... La forme vraiment qui vient alimenter ça le mieux possible. Puis, est-ce que vous avez tourné vers, admettons, des subventions, des trucs comme ça? Oui, on est en plein dedans. En ce moment, notre event est encore 100% privé. C'est pas facile parce que la création de contenu n'est pas encore reconnue comme la culture. C'est simple de même. Fait que tu rentres tout entre des cracks. C'est comme un univers au sein des programmes gouvernementaux que il va exister des choses comme des incitatifs pour créer un podcast scientifique. Exemple, amener le scientifique sur le web, ça, il y a des incitatifs pour ça directement, mais est-ce que la création de contenu directement est subventionnée en ce moment? Non, puis d'aucune façon, parce que les institutions gouvernementales ne comprennent même pas c'est quoi. Moi, j'ai des discussions
souvent entre différentes parties prenantes, soit des organismes culturels, les plateformes directement, que ce soit TikTok, YouTube, l'Union des artistes, des élus. Puis tout le monde comprend qu'il y a un manque, là. Tout le monde le voit, là, qu'il y a un effort à faire là-dessus, mais c'est très, très lent le changement. Il ne se passe pas grand-chose là-dedans. Puis en ce moment, il y a encore un fossé extrêmement important entre le monde culturel traditionnel et les médias sociaux. Puis malheureusement, la solution pour eux se trouve de notre côté de la clôture. Mais ils veulent pas, genre... La gang, genre la façon de sauver la culture québécoise, c'est d'informer les artistes sur comment arriver sur le web. Arrêtez d'essayer de convaincre le monde d'acheter des billets de cinéma. Arrêtez d'envoyer le monde... forcer le monde avec des lois à passer du contenu francophone en ligne. Vous devez adapter l'offre à la demande. C'est simple de même. Merci. Je suis content que tu le dises parce que je dis ça depuis très longtemps. Mais oui, tout le monde le dit, mais personne ne fait rien. C'est beaucoup de gens, en ce moment, la création de contenu là-dessus, là, c'est plein de gens isolés, chacun de leur bord, qui essayent des initiatives personnelles. Personne n'est regroupé. Puis c'est un peu pour ça qu'on a essayé de fonder l'association. Puis on a déposé un mémoire l'été passé là-dessus pour dire au gouvernement, ça n'a pas de bon sens qu'après un rapport numérique, ta première recommandation, ça soit subventionner TV5. Ça n'a aucun bon sens. Moi, quelque chose qui me... Puis tu sais, quand j'ai lancé le podcast... Encore là, je ne m'attendais jamais que ça allait aller à où est-ce que ça en est, tu sais, vraiment. Félicitations pour ça en passant. Ben, merci beaucoup. Regarde, ça a commencé à un sous-sol. Ben oui. Puis on commence tout quelque part. Puis c'est drôle parce que je suis comme rentré dans le monde des médias. J'ai commencé à comprendre c'est quoi le monde des médias. J'ai commencé à voir les deux côtés de la médaille, traditionnelle, moderne. Puis il y a comme un combat que je mène de mon bord aussi. Puis je vois que le combat que vous menez est beaucoup genre similaire au mien. Dans le sens que je veux commencer, tu sais, j'essaie de plus pousser un message parce que, yo, guys, c'est ici que ça se passe, ce podcast. Juste avoir les élections américaines qui ont été énormément, je ne peux pas dire influencées, mais que les plateformes où est-ce qu'il y a eu comme peut-être une prise de position ou sinon vraiment quelque chose qui s'est passé, on ne le sait pas, ça s'est passé sur les podcasts. Fait que, déjà là, je pense que ça veut dire énormément que, tu sais, quand tu es en train de changer une mentalité politique juste en ayant des conversations de long format, puis que le gouvernement n'est pas en train de s'impliquer dans ça, je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Puis moi, qu'est-ce qui m'a déçu énormément à un moment donné, tu sais, comme la grosse bataille du gouvernement, c'est « Ah, on veut qu'il y ait plus de jeunes qui écoutent la télévision. » Pourquoi? Je vois une campagne publicitaire financée par le Québec. Fait que de l'argent des contribuables. C'est une campagne qui a pour but d'influencer les jeunes à se retourner vers la télé. Je suis comme, qu'est-ce que vous faites? Mais ça vient de la prémisse de base qui pense que la culture québécoise se trouve à la radio et à la télé. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Si tu regardes vraiment les chiffres, TikTok a fait une analyse complète de sa consommation. Plus de 87% des gens qui ont TikTok au Québec consomment du contenu en français et suivent des créateurs québécois. La culture, elle est là. Elle est sur le web. Les gens la consomment. Ils la consomment sur un autre canal. Déménager de canal. C'est simple de même. Je sais pas comment le dire pour que les gens comprennent. Genre, tu peux pas lutter contre des tendances sociales. La télé, c'est un marché qui décroît 3% par année. C'est comme quand je vendais mes imprimantes, puis que mon boss de Toronto débarquait chez nous une fois par année pour dire on augmente les objectifs de 12% sur les ventes cette année, mais on est dans un marché où les gens impriment de moins en moins. Tu sais. Ça fait aucun sens. Vendre des logiciels, genre... C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de choses à travailler au niveau de la mentalité. On est là-dessus, mais c'est un long run parce que les discussions avec les élus sont dures. C'est une des raisons aussi pour qu'à un moment donné, j'ai arrêté de courir après les subventions. Tout ce qui est gouvernemental, comme oublie ça. Podcast, il y en a plus. Look into it. C'est comme le seul créneau où est-ce qu'ils donnent de l'argent en ce moment, c'est des podcasts. Ouais? Ouais.
Hmm. Je l'ai observé peut-être. Je pense que oui, parce que j'ai déjà assisté à une table ronde à Radio-Canada. Ouais. Où est-ce qu'ils cherchaient à développer plus de contenu, format audio, podcast, mais diversité. Fait un peu de DEI dans tout ça. Ouais. Je trouvais ça cool, mais à la fois comme OK, c'est ça. Genre, j'ai pas vu encore c'est quoi les chiffres derrière ça. J'ai pas couru encore, comme à un moment donné, parce que j'ai eu tellement une déception envers ce système-là par rapport à comment c'est financé exactement la culture que je suis comme fuck that. Laisse-moi voir c'est quoi les autres modèles d'affaires qu'on peut développer par rapport à ça. Le sponsor étant vraiment un modèle quand même assez traditionnel, mais maintenant adapté dans les médias sociaux, puis le privé le comprend. C'est là qu'on doit aller. Puis, tu sais, on a Salvatore ici. Puis, shout-out à Salvatore parce que je pense, on dirait que le marché des créateurs de contenu au Québec est comme financé par Salvatore. Ah, mais Salvatore, ils ont tout dead, là. Genre, shout-out à Elisabeth, elle a fait une job absolument incroyable sur toutes les brands. Genre, leur stratégie marketing est fire, j'ai rien à dire. Puis, ils ont compris ça. Puis, je pense que, tu sais, en ce moment, je suis en discussion avec d'autres brands. Restauration. Puis, tu vois, ils ont peur. Ils sont comme, mais comment ça marche? Mais c'est quoi mon retour sur investissement? Je suis comme, si Salvatore le fait, puis ils le font vraiment agressivement, c'est parce que ça marche. Il faut juste que tu fasses confiance, que, tu sais, faire le pivot. Mais encore là, c'est des marques où est-ce qu'ils posent énormément de questions. Tout ce qu'ils veulent, c'est le retour sur investissement, genre day one. Je suis comme, ça marche pas comme ça, tu sais. Il y a une certaine prise de confiance qui va devoir être faite entre ta marque et la communauté à qui on va s'adresser. Et aussi, il faut que les valeurs soient enlignées entre la marque, la communauté et le créateur. Fait qu'on ne peut pas démontrer ça en genre une semaine, un mois. Moi, ce que j'ai réalisé, c'est que ça prend... C'est du travail, c'est du relationnel. Absolument. Genre, au bout du compte, la plupart des commandites que tu fais dans la vie, c'est toujours du brand awareness. C'est pas une petite stratégie de conversion. Le monde ne va pas t'appeler direct parce que, non, c'est juste qu'à force de te voir dans leur feed tout le temps, they can't ignore you. Comme, genre, il va arriver une fois où tu vas avoir envie de commander ta pizza un vendredi soir, puis il y a des bonnes chances que tu appelles Salvatore parce que tu les as vus toute la semaine dans ton feed. Ouais. C'est simple de même. Là. C'est aussi simple de ça. Puis ça, tu sais, je pousse à expliquer. Puis je pense que les brands commencent à comprendre. Admettons, certaines brands qui sont plus, genre, on va dire, traditionnels, commencent à le comprendre. Ben oui, le traditionnel, c'est long encore là. Moi, au début du gala, on avait beaucoup de non, c'est un risque réputationnel, on veut pas s'associer à des créateurs de contenu parce qu'on sait pas, tu sais, c'est comme un peu, ils deviennent responsables de si tu as une mauvaise presse. C'est associé à leur marque, puis ils n'ont pas tort, là. Faut faire attention à qui tu t'associes, c'est vrai. Mais on a de moins en moins de ça. Parce qu'au bout du compte, le monde se rend compte que les créateurs de contenu, oui, ils font du contenu puis ça, mais ils ont aussi bâti des communautés qui les suivent, qui leur fait confiance, qui achètent ce qu'ils leur disent, pas qu'ils leur disent d'acheter, mais qui leur font confiance dans ce qu'ils promotent, réellement. J'ai une question, voir si tu es peut-être du même avis, puis si pas du même avis, tant mieux. Je pense que ça va pouvoir partir une discussion. Étant à la tête d'une maison de production, de podcast surtout, je vois énormément de contenu. Je t'ai parlé tantôt vraiment de cette idée de plusieurs mondes vouloir lancer un type de podcast dans la même niche où est-ce que la niche est tout petite. Comment tu vas aller chercher ton cross, c'est quoi la valeur ajoutée derrière ça. Au fur et à mesure que j'avance, je remarque que, admettons, le terme authenticité, c'est définitivement qu'est-ce qui fait en sorte que le monde, les communautés se bâtissent autour d'un créateur. Toutefois, je trouve que l'authenticité commence à être saturée, comment il est juste lancé dans les airs de la part des créateurs de contenu. Puis je trouve que cette authenticité, sur certains cas que je vois, elle n'est plus aussi pertinente, aussi est-ce que tu le vois, toi, de ta part, étant dans un milieu de créateurs de contenu? C'est sûr que ça dépend c'est quoi le type de contenu que tu fais, comment tu le fais et tout ça. Je pense qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire des choses. C'est la même chose en business. Il y a beaucoup de gens qui... C'est comme des waves, là. Il y a des... Il y a un moment donné, là, en 2010, c'était vraiment populaire être chef. Là, tout le monde s'est mis à être chef. Après ça, c'était populaire être entrepreneur. Tout le monde s'est mis à être entrepreneur. C'est comme... Là, c'est
c'est rendu populaire faire des podcasts. Fait que tout le monde veut faire des podcasts. Mais la réalité, c'est que si tu veux du succès dans la vie, t'es toujours mieux d'adopter une stratégie qui n'est pas celle que tout le monde fait. C'est la base du livre Océan Bleu, que je vous invite à lire d'ailleurs. Mais en gros, ce que ça dit, là, dans un exemple précis, c'est que si Paul, il y a une pataterie sur la rue principale, puis que Roger, il a envie de partir, une pataterie aussi, Roger, il serait bien mieux de commencer à faire une usine à barquettes à frites plutôt que s'installer juste à côté de Paul puis ouvrir la même affaire. Comme ça, les deux peuvent profiter du même marché puis ils font pas la même chose. C'est la même chose dans n'importe quoi. Si tu fais le contenu en ligne qui est la même chose que tout le monde fait, les gens vont se désintéresser parce que tout le monde fait ça. C'est un peu ça, tu sais, qu'à un moment donné, je pense que, tu sais, il y a énormément de monde qui se lance, puis encore là, tout le temps, les mêmes sujets qui reviennent, la même provocation, puis on sait déjà que qu'est-ce qui fonctionne le plus, la provocation, la controverse. Mais il y a moyen d'avoir des hooks et de ne pas être un gros colon. Excuse l'expression, là. Mais il y en a qui font du contenu à profusion juste pour choquer puis faire du contenu à profusion, mais ils n'ont pas de message. Il y a toujours moyen d'adresser un sujet, faire un bon hook, puis passer de la substance. Yeah, d'accord. Ben, c'est ça, je trouve que, tu sais, il y a un manque de substance. Puis c'est comme tout le monde est juste très genre vide à l'intérieur, comme OK, ça va pogner, ça va faire 100 000 views, ça va faire ça, followers vont faire ça. Mais tu sais, on commence à oublier, tu sais, comme fuck, y a-t-il un vrai message derrière ça que tu sais, on peut adresser. Puis je trouve ça un peu dommage que ça s'en aille dans cette direction. Néanmoins, je pense que tu sais, vraiment, peut-être dans votre cas, tu sais, vous avez une association. Quel genre de sujet vous abordez là en association? C'est-tu genre trouver des méthodes peut-être pour enrichir les créateurs de contenu, peut-être partager les nouvelles règles du gouvernement sur les lois, comment faire affaire avec des ads, ou y a-tu vraiment peut-être, hey guys, on peut-tu avoir un petit peu plus de substance? C'est quoi derrière qui se passe derrière ça, votre machine? C'est sûr qu'en ce moment, l'association fait même pas un an que ça existe, là, fait que c'est encore très jeune, mais on bâtit plusieurs chantiers. Le premier, c'est de développer 9 événementiels à l'année. Donc, pas juste avoir le gala, mais avoir d'autres petits événements durant l'année. On a eu Accra Connect, qui est un événement de réseautage sur un bateau en septembre. On regarde pour d'autres choses là, éventuellement. Fait que l'événementiel, les gens répondent bien. Là, ils sont vraiment excités par les événements qu'on fait. Fait que ça, c'est cool. À part ça, on a... outils et formations. Donc, un créateur de contenu qui est membre, c'est gratuit en passant, de l'association, va avoir accès à des templates de contrat, par exemple, pour se partir. Fait que s'il n'y a pas d'agent encore parce qu'il est trop petit ou peu importe c'est quoi la raison, il y a quelques outils qu'il peut aller chercher en ligne sur notre site web. On a aussi des formations qui sont en ligne accessibles sur personal branding, comment monétiser ton contenu, whatever. Notre but, c'est aussi de faciliter la relation entre les créateurs francophones et les plateformes ou toute autre entité. Un des gros problèmes que le Canada anglais a comme problème, donc TikTok directement, YouTube directement, Fonds des médias du Canada, name it, sont pas capables de rejoindre les créateurs francophones parce que c'est un marché qui est vraiment différent du restant du Canada. Le Québec, niveau marketing, c'est toujours complètement différent de ce qui se passe en Amérique du Nord. Donc, on essaie de faciliter la communication entre tous ces acteurs-là, impliquer les agents à travers ça, faire reconnaître la création de contenu comme étant un vrai métier qui est sérieux, redorer l'image des créateurs de contenu, puis aussi se positionner auprès des institutions gouvernementales en disant « Hey, genre, faire tel move, là, c'est pas très bon pour l'industrie. » Ou « Voici ce que les créateurs en pensent. » ou quoi que ce soit. Fait que on essaie de travailler un peu... C'est ça le rôle d'une association. Là, c'est représenter et défendre les intérêts des créateurs de contenu. Tout simplement. OK, super. Puis y a-tu genre un lobby genre des créateurs, tu sais, vraiment de votre association qui est en train de se bâtir pour justement avoir des conversations bilatérales avec le gouvernement? On a fait beaucoup de premières approches via d'autres organismes culturels. Exemple, le financement des événements comme le gala au public, ça passe par la SODEC. Si t'es pas comme un allié de la SODEC, t'as pas d'argent du public pour ces affaires-là. Exemple. Ou que tu dois passer par une autre institution gouvernementale. Fait qu'on fait beaucoup de meetings. On essaie aussi de se rapprocher d'eux dans le sens où d'aller à leurs événements. Donc, moi, je me suis présentée dimanche passé au Gala Québec Cinéma.
Je suis allée voir c'est quoi sur place. C'est toi le lobby. Ben, c'est pas juste moi, là. On est plusieurs à faire ça. On s'échange le rôle, mais tu sais, on a été à la journée sur la culture des arts. J'ai oublié le nom exact, là, mais c'était pas moi qui est allé. Mais tu sais, on show up, là. On essaye d'être là le plus souvent possible pour dire on tend la main vers vous, tendez la main vers nous. Est-ce que vous avez vu, c'est quoi les modèles qui font peut-être Canada, anglais, aux États-Unis, puis on va dire en France? Oui. Par rapport à comment la création de contenu, les médias sociaux, puis admettons tout ce qui est vraiment culture, puis aussi argent du gouvernement, dans tout ça. Vous avez vu, c'est quoi les modèles qui se passent ailleurs, dans lesquels on peut s'inspirer ici, voir si ça peut marcher ici, ou c'est vraiment tout pareil, ou Québec est vraiment isolé puis fait à sa façon? Aux States, c'est pas trop régi, mais il n'y a rien de surprenant là. Tant que ça. Je sais qu'au niveau du Canada anglais, il y a du Digital First Canada qui fait un peu qu'est-ce qu'on fait avec l'association, mais plus du côté anglophone. En France, ils ont mis en place une association aussi pour les influenceurs, mais eux, c'était pour régir. C'est plus pour mettre des balises d'ordre légal pour dire tu n'as pas le droit de faire la promotion de contenu illégal, non, parce que ça allait un peu dans toutes les directions. Mais c'est tout, même partout sur la planète, c'est encore assez désorganisé. OK, fait qu'il n'y a pas de structure encore, genre. Non, puis tu sais, c'est sûr que les barrières à l'entrée sont différentes, là. Un artiste qui veut joindre l'Union des artistes, c'est pas la même chose qu'un créateur de contenu. Il n'y a rien qui empêche personne de se partir un compte Instagram puis de devenir viral. Fait que tu dépends pas de quelqu'un pour avoir des contrats, alors que si tu veux jouer à la télé, il va falloir que tu aies une coupe de contacts. Là. Ça va pas se passer de même. Là, fait que c'est différent, mais l'association qu'on crée, c'est pas. On n'est pas là pour mettre des barrières aux créateurs. Au contraire, là, on fait tout pour faciliter je pense la que vie justement, de tout vous êtes là pour aider le créateur du bord. Exact. On n'est pas là pour faire la police. C'est pas nous qui va. Il y a beaucoup d'affaires sur lesquelles on va jamais se positionner parce qu'on va considérer que ça nous regarde pas. Là. C'est pas voilà. Tu sais, quelque chose, je me questionne parce que, admettons, on dirait que beaucoup de la culture ici au Québec, elle est alimentée justement par des subventions, des trucs comme ça. Mais corrige-moi ou dis-moi qu'est-ce que tu en penses, mais je trouve que, je trouve que c'est comme un poison, un cadeau empoisonné. Tout ce qui est vraiment, le versement d'argent sous forme de subventions envers, mettons, côté culturel, c'est que il va y avoir peut-être des artistes que je vois que une majorité peut-être de leurs revenus proviennent justement de subventions. Puis c'est juste ça qu'ils savent faire. Mais à un moment donné, qu'on arrête ce robinet-là, tu t'es conditionné à tout le temps recevoir, mettons, cette paye-là, tout le temps. Puis il manque de hustle dans d'autres façons que tu aurais pu le faire. Puis je trouve que derrière ça, quand on s'habitue trop à un modèle où est-ce que ça... OK, tu remplis une coupe de papier, tu fais de la paperasse, tu envoies ça, légal, c'est ça, tu te fais abonner, tu payes ton membership, whatever, comment ça marche. Tu sais, ça devient comme, OK, ben là, je suis confortable, j'ai une paye, puis ainsi de suite. Mais à un moment donné, si la loi change, ben regarde, peut-être ça peut changer pour toi. Parce que c'est déjà qu'il va y avoir des partis politiques qui vont peut-être avoir ils vont avoir peut-être des intérêts différents quand ça vient mettre de l'argent dans la culture. Et la culture, on dirait que c'est tout le temps genre le dernier, la dernière enveloppe où est-ce que l'argent est mis, là, parce que, regarde, si nous reste un peu d'argent, ben, on va la mettre dans la culture. Mais je trouve que, tu sais, un peu dommage, je trouve ça dommage, mais je me demande, tu sais, vraiment, est-ce que c'est la bonne façon de vraiment bâtir vraiment ce genre d'intérêt-là culturel sur des modèles qui sont axés sur l'argent qui vient des contribuables, des subventions. Tandis que je me suis donné le défi ici au studio avec les podcasts de ne pas toucher aucun argent du gouvernement, puis d'aller chercher tous les modèles possibles où est-ce que comment on peut financer nos activités, où est-ce que même les gens ici, tout le monde fait de l'argent. On peut payer les bills de production, les créateurs commencent à faire de l'argent. J'ai écrit un genre de formation sur comment closer un sponsor. Ben, j'ai vu, c'est tout le temps les mêmes étapes, c'est tout les mêmes choses. C'est comme, hey, tu sais quoi, je vais te donner à ça, je vais te donner ce petit blueprint-là à bien du monde, puis allez le faire par vous-même. Oui. Je comprends ton point. Moi, je suis quand même. Faut savoir, je suis vraiment pas comme noir ou blanc. Là. Toute ma vie, c'est une zone grise.
Fait qu'il y a il y a beaucoup de choses sur lesquelles, socialement, je suis d'accord puis que je suis de gauche. Puis il y a beaucoup de choses que, économiquement, je suis de droite. Mais pour avoir été moi-même dans les chiffres du gala puis dans mon budget à moi, là, qui est de plusieurs centaines de milliers de dollars pour cet événement-là, je ne sais pas comment les gens arriveraient à poursuivre leurs activités de gala ou culturelles sans l'aide du public. Ça marcherait pas. Genre, même avec la quantité de sponsors que moi je ramasse, je suis pas capable de payer mon équipe de production. On est tous encore bénévoles. Genre, live, on commence à se payer tranquillement, genre une petite cote sur la recherche de commanditaires et tout ça. Mais la réalité, c'est que mon budget, j'opère avec un budget d'à peu près 30 de ce que ça devrait être. Mhm. Puis si je payais le monde correctement, au complet, puis que je n'étais pas dans le gros hustle de tout le temps regarder mes fournisseurs pour faire comme baisse mon bill de 40 000 puis je suis pas prête à couper dans rien, je pourrais pas produire ça. Ça serait un événement qui coûterait 1,2 million, 1,5 million, facilement. Fait que, à partir du moment où... Fait que je suis pas sûre que c'est possible. Parce que le financement privé serait comme trop important. Le seul fois où je vois que ça peut marcher, c'est exemple F1. La F1, c'est le seul festival privé au Canada, si je ne me trompe pas. Mais on est dans des offres de sponsorship qui sont vraiment plus élevées que n'importe quel événement parce que c'est du high-end. Fait que Rolex, là, ils s'en foutent de payer 200 000 $ pour un sponsor de la F1 quand ils vendent des montres à 40 000. Mm-hmm. Mais ça serait pas réaliste pour nous, ça. Ouais. Tu comprends? Parce que j'ai pas Rolex dans mes sponsors. Salvatore, ils vont jamais payer ça. Tu comprends? Fait que, écoute, j'ai pas la science infuse là-dessus. Je connais pas les chiffres des autres galas. Je connais pas les chiffres du festival de jazz non plus. Mais rapidement, j'aurais tendance à dire que s'il y avait pas de financement public, il y aurait rien de ça. Ça serait pas capable d'opérer, point. Puis tu as ramené l'événement F1, fait que j'ai reçu comme invité le promoteur derrière ça. Puis lui, il a mentionné justement, comme tu viens de le dire, le festival du Grand Prix sur Crescent, le seul événement du Canada qui est 100% privé. Oui. Mais il y a... Moi, je sais c'est quoi les prix des sponsors de la F1. Il y a très peu de compagnies qui peuvent se permettre d'acheter ça. Puis ça va être toujours du high-end parce que vendre aux riches, c'est toujours payant. Même si tu fais 3 ventes, c'est toujours payant. Mais quelque chose que j'ai appris aussi de lui, par exemple, parce que oui, il y a la F1 puis il y a le festival. 2 choses différentes. Ouais. Parce que parce que la F1, c'est qu'est-ce qu'il y a en même tête. Le cirque à la main. C'est un cirque, dans le fond, qui vient ici. Fait, dans son cas, lui, il a profité qu'il y a un cirque. Laisse-moi genre organiser un événement autour de tout ça qui n'a aucun rapport avec eux. Je fais juste monétiser sur vraiment le fait qu'il y a un environnement qui vient. Oui, exact. C'est là que j'ai trouvé comme OK, tu sais, puis ça a été la seule personne dans laquelle je pouvais reposer genre mes idées. OK, c'est faisable de le faire. Mais ça marche pour la F1. Ouais. Mais je peux pas te dire que ça, c'est un modèle qui est réplicable. Puis surtout dans un contexte, le culturel n'est pas habitué aux commanditaires et sont comme frettes par rapport à ça. Je pense qu'ils ont l'impression que ça dénature un peu. Puis, tu sais, c'est vrai que le gala, c'est ultra commercial. On a des logos absolument partout, mais on n'a pas le choix. Ben, je pense que, tu sais, aussi, on sent... Je pense que ça vient avec, surtout, tu sais, les créateurs de contenu, c'est beaucoup orienté vers, tu sais, du brand. Oui, puis les brands qui sont là, ils veulent être là et show up pour les créateurs à leur soirée aussi. C'est important pour eux d'être vus à cette soirée-là parce qu'ils savent qu'ils sont là pour eux. Mm-hmm. OK. Ben, je pense que c'est des défis que, tu sais, comme peut-être des personnes comme toi, moi, je suis comme, ma tête est toujours orientée. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, vraiment, pour générer des revenus? Je pense que j'en avais trouvé. Mais c'est sûr que quand tu n'as pas d'argent, il te faut des bonnes idées. Ça, tu n'as pas le choix. Mais c'est ça l'affaire, je trouve que quand tu n'as pas d'argent, ton niveau de hustle il est élevé. Bien sûr. Puis c'est ça que je trouve la beauté derrière justement ça, que l'argent facile crée de la paresse. Tandis que l'argent qui est plus difficile à aller chercher, ça crée de la créativité ou est-ce que, oh shit. Parce que moi, à un moment donné, je regarde comme, OK, j'ai de l'argent qui rentre là, j'ai de l'argent qui rentre là, mais j'ai besoin de plus d'argent qui rentre pour peut-être payer d'autres types de bills, whatever. Puis j'en ai trouvé un. J'en ai peut-être trouvé un. Je ne pourrais pas partager ici.
Je pourrais te le partager après. Ouais. Ça va être intéressant. À moins que tu oui. l'aies déjà réfléchi. Parce qu'il faut que tu sois quand même très calé dans les médias sociaux pour peut-être avoir compris ça. Parce que j'essaie de l'expliquer à certaines personnes, puis je les perdais. Je suis comme, OK, il faut que je fasse attention à qui je parle de ça parce que c'est extrêmement poussé. Il y a des zones grises. Mais I wanna know, là, tu me le dis après, c'est ça. Ouais, je te le dis après, guys. Vous êtes curieux, Patreon. Let's go! Bon, rentrons sur les vraies discussions ici. C'est qui a raison, les hommes ou les femmes? Oh mon Dieu! Oh, OK, on va mettre un peu de contexte. Oui. Moi, un bon ami du podcast qui est venu ici, il a fait scandale, tout le monde en parle. Oui. C'est allé en couille. On s'en attendait tous. Oui. Moi, je peux justifier, je peux défendre énormément de choses que j'ai vues parce à cause que je suis quand même indirectement impliqué dans ça. Je suis comme un instigateur derrière un peu de tout ça. Sans être devant. Mais, fait tu sais, encore là, je trouve que c'est ça le côté toxique des médias sociaux, des fois. C'est que il y a juste 30 secondes de clip que personne aime, mal entendu, ça part en couille, puis on... Mais il y en a qui font exprès. Il y en a qui, volontairement, foutent des shorts en ligne, et après ça, vont te dire en commentaire, « Ah, mais c'est juste un short, là, c'est cité hors contexte. You published it, dude. Are you for real? » Comme... Il faut assumer ce que tu mets en ligne. Moi, il n'y a rien que je pose dans le gala que je ne sais pas quel genre de réaction ça va générer. Tu comprends? I know. Bien dit. Bien dit. Je suis 100% d'accord qu'il y en a qui font exprès, qui connaissent le blueprint des médias sociaux, comment aller chercher des views, d'engagement et de la viralité. 100%. Puis, je pense qu'il y en a un, je ne veux pas nommer personne ici. Moi, vous le savez déjà. Pas, moi non plus. Il y en a un en particulier que je suis comme très en désaccord de comment ils font leurs choses. Cette mentalité-là, je ne l'approuve pas. Ouais. Je trouve que c'est extrémiste. La polarisation, elle est juste ridicule. Puis tu vois, comme, soit t'es un clown ou soit, genre, c'est pas legit que tu peux. Tu peux pas être comme ça 24/7 en dehors de la caméra. J'ai de la misère à croire si tu l'es comme shit. C'est qui tes parents? C'est qui tes parents? Oh my God. Ben, je veux le voir, celle-là. C'est qui ta mère? Genre, ouais. C'est qui ta mère? Toutefois, il y en a d'autres où est-ce qu'il y a des contextes que, comme tu dis, tu sais, on fait des clips. J'ai eu des clips énormément ici qui sont allés virales. Il y en a une couple que j'ai comme pas calculé. Il y en a comme, oh shit, comment ça l'a débordé. Fait que, rendu là, je peux comme le voir à peu près lequel va avoir un certain effet. Mais il y en a d'autres énormément que je suis comme, oh, lui, je l'avais vraiment pas vu. Puis je pense que c'est... On va prendre Ray Jr., par exemple. Oui. Ray Jr. n'est pas là pour faire la merde. Non. Il n'a pas le temps. Non, et c'est pas dans ses aspirations. Je connais très bien le gars. Le gars, ça ne tente pas. Not even. Il est venu au podcast. Oui. Puis encore là, il y a peut-être un clip qui est allé viral, puis tu vois, ça crée énormément de discussions derrière ça. Mais c'est comment les choses ont été dites, puis quand j'ai jamais vu rien de négatif. Mais peut-être je me suis pas mis dans les souliers de qui ça l'aurait peut-être potentiellement ciblé, que ça a été mal pris. Puis là, tu sais, comme tu vois, il y avait énormément d'arguments contre, admettons, genre une classe ouvrière, puis on dirait les riches, les ci, les ça. Tu sais, tout le monde, cette division-là. Cela m'a pris par surprise. Je suis comme, oh shit, je pensais... Tu sais, je savais que quand Ray Jr. est venu ici, je savais qu'il allait avoir des... D'où il est nice. Ben oui. Il soutient très bien, mais comme juste un de ces clips-là qui dépasse, je suis comme, OK, ça, je n'avais pas vu. Mais il y en a d'autres, justement, exactement, que tu peux le contrôler. Puis une raison aussi, je trouvais que c'était pertinent d'avoir cette discussion. Je voulais voir ton take. Parce que moi, je me dis, si je peux avoir une plateforme, je veux avoir toutes les opinions de tous les sens. J'ai pas aucun raisonnement absolu. J'ai mes opinions, c'est sûr. Je vois certaines choses d'une certaine façon, mais je trouve la seule façon qu'on peut absolument avoir un débat ou sinon comprendre la réalité, c'est comme en ayant la conversation. Puis, tu sais, je pense qu'il y a quelque chose, moi, qui m'a touché beaucoup à cœur de ce scandale-là, par exemple, c'est quand il y a une créatrice de contenu, elle a comme lancé dans les airs, genre vraiment une dénonciation que arrêter cette personne-là. Tu sais, il y a eu genre un cancel culture envers la liberté d'expression.
Oui. Là, le free speech, ce n'est pas une occasion pour être raciste, être sexiste ou dire de la désinformation. Il y a une limite au free speech. Jusqu'à là, je te suis. Fait que 100%. c'est un peu... c'est un peu ça, un peu qui me désole à partir du moment... Tu peux critiquer un comportement de quelqu'un, mais là où je commence à avoir un problème, c'est quand tu commences à critiquer le comportement de quelqu'un parce que il est jeune, il est vieux, il est latino, c'est une femme. C'est l'association entre les deux que je trouve malsaine. C'est toujours ça. On a tous nos préférences. Exemple que je prends l'exemple classique de femme à la maison. Moi, je ne serai pas une femme à la maison. Je ne serai jamais une femme à la maison. Ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre les femmes à la maison. Fait que si tu es une femme puis que tu as envie de rester à la maison puis qu'avec ton mari, c'est ça, ton entente, whatever, grand bien t'en fasse. Mais viens pas me voir puis me dire que moi, parce que je suis une femme, excusez, viens pas me voir puis me dire que moi, parce que je suis une femme, je dois rester à la maison. C'est là où... Ça, c'est wrong. Oui, mais quelqu'un pourrait se justifier avec le free speech là-dessus. Ouais, définitivement, mais je pense que si tu as vraiment un bon sens, tu réalises que ça doit être le commentaire le plus stupide de dire que tu es une femme, tu restes à la maison. Mais il y a beaucoup de gens qui consomment ce genre de contenu-là et qui n'ont pas d'esprit critique et ils ne sont pas capables de faire preuve de discernement. Puis, ouais. Ce qui donne la polarisation du débat de base. Ouais, exactement. Puis, tu regardes ça, c'est intéressant que tu mentionnes ce groupe de personnes-là parce que c'est vrai, puis tu sais, vraiment dans les grandes discussions, par exemple, si on prend vraiment l'analyse qui a été faite suite à la victoire de Trump, par exemple, aux États-Unis, lui, il a adressé son message énormément au jeune homme qui a été délaissé. Ça, c'était vraiment sa plateforme, son audience cible. C'était l'homme qui ne pouvait plus être homme parce que il y a un autre groupe qui dit « Ah non, c'est toxique si tu te prononces de certaines façons. » Puis, tu sais, c'est là que même moi, ça me devient comme à un moment donné, tu sais, ça devient un petit peu too much. Fait qu'il y a un groupe d'hommes qu'on s'entend que, tu sais, sont égarés. Ils ont la misère à socialement peut-être aborder une fille, par exemple. Puis c'est des gars, là. Fait que c'est des gars qui ont la misère à peut-être aborder des filles parce qu'ils sont fait reject. Peut-être qu'ils ne voient pas leur estime est très bas. Tout ce qu'ils ont derrière eux, c'est un ordinateur, un cellulaire, un role model qui leur dit « Ah, c'est fini, toi qui s'est fait genre abandonner par telle femme, ça. À partir de maintenant, il faut que tu sois un plus gros homme, il faut que tu sois féroce, il faut que tu sois ci, il faut que tu sois ça. » Puis, tu sais, cet homme-là qui a été oublié, ben, il est comme « OK, ben, laisse-moi essayer ça parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. » Puis je trouve que, tu sais, c'est un groupe qui a été énormément négligé. Puis je pense que c'est là que je comprends la nuance où ça devient dangereux, comment adresser à ce type de personnes-là. Parce que, justement, ils n'ont pas de role model. Le role model, c'est vraiment qu'est-ce qu'ils ont de l'Internet derrière. Peut-être le père n'est pas là, peut-être la mère, elle s'en fout, ou whatever. Il y a plusieurs variables derrière ça. Puis je trouve que c'est justement ce modèle-là où est-ce que moi, je suis totalement en désaccord. Puis je l'ai mentionné dès le début. Puis je t'ai dit, moi, une raison pourquoi j'encourage fortement qu'on donne l'émancipation de la femme. Pourquoi moi, c'est important que la femme soit dominante. J'ai deux petits filles à la maison. Tu penses que je veux les élever dans un monde où est-ce qu'ils vont vivre avec des trous de cul? Où est-ce qu'il va y avoir des assholes qui vont venir genre essayer de dire à ma petite fille comment faire sa vie? Fuck that. Non, mais juste qu'elle ait des chances égales de vouloir faire ce qu'elle veut dans la vie. D'avoir le choix. De choisir, d'exister en tant qu'individu. C'est juste ça que je demande. Trouves-tu qu'on est rendu... Excuse-moi, Non, j'ai fini. OK. Penses-tu que, si on prend toi-même, te sens-tu où est-ce que il y a encore beaucoup... Gars, je sais qu'il y a du chemin à faire. Mais trouves-tu que, tu sais, vraiment, genre, pour qui tu es, ton grind, que tu es respecté à ta juste valeur? Moi, oui. Tu penses que c'est applicable pour d'autres femmes? Je suis pas certaine qu'on est nombreuses dans mes souliers. Simplement parce que je pense que en business ou en général dans ma vie, j'ai une énergie très masculine.
en étant très féminine. J'ai quand même très bien balancé. Je switch facilement de un à l'autre, puis je sais dans quelle énergie je suis quand je le suis. Puis le fait que je sois capable d'aller chercher le masculin, ça fait en sorte que j'ai un crowd de gars qui me suivent. J'ai un crowd de gars. J'ai beaucoup de clients qui sont des gars. De plus en plus, même à travers le temps. Même dans mes coachs, il y a très peu de femmes que j'ai considérées comme engagées comme coach parce que les gars viennent plus me rejoindre. Mais on n'est pas nombreuses dans mes souliers. J'ai déjà eu des reconnaissances, exemple, sur Facebook. Shout-out à tous les entrepreneurs dans mon Facebook. Il y a 60 noms de tagués, je suis la seule fille. Je sais pas si je suis flattée ou insultée ou si je trouve ça triste. Genre, le fait qu'il y ait tellement un gap entre les deux univers, puis ça va dans les deux sens. C'est la même chose avec les communautés en passant. Les femmes ont beaucoup tendance à faire des événements entre femmes. Je suis pas certaine que ça sert personne faire ça. Parce que, au bout du compte, tu es en train de te célébrer entre femmes. Tu n'es pas en train... On dirait que tu es dans un univers qui est parallèle à ce qui se fait de l'autre côté. Alors que finalement, si on est là pour faire une reconnaissance d'entrepreneur, que tu sois un gars ou une fille, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ta business. Right? Fait que, il y a encore beaucoup de ponts à construire entre la diversité puis le mass market, entre les femmes et le mass market. Tout ce qui est une minorité, j'ai l'impression, il y a encore des ponts à construire partout. Puis il y a du monde qui facilite ça. Moi, quand je fais mes interventions sur Facebook, je fais mes statuts, c'est parce que, justement, mon crowd, c'est pas des féministes. Je suis pas en train de parler à du monde qui sont d'accord avec moi ou qui vont m'encourager encore plus vers l'extrême, genre, supériorité de la femme. Je suis dans un crowd de gars, mais je fais juste leur dire, guys, c'est pas parce que t'es une femme que t'es un mauvais leader, là. Ça n'a rien à voir, là. Si t'es un bon leader, t'es un bon leader. Si t'es un mauvais leader, t'es un mauvais leader. Mais genre, tu peux pas associer ça en disant t'es un bon leader parce que t'es un gars, t'es une mauvaise leader parce que t'es une fille. Ça peut pas être ça, la réponse. Je te rejoins dans quelque chose que tu as dit par rapport à les minorités. Tu as dit tu es taguée, tu es la seule femme sur 60 qui est taguée. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Je me sens la même chose étant un latino qui est en train de développer une image de marque dans un monde où est-ce qu'il est prédominant par des blancs. Fait que je suis énormément, puis tu sais, Santiago, shout-out à lui, puis je vais expliquer ça, que énormément, je vais dans des événements, je suis le seul latino parmi tous. Puis je me dis comme, c'est une bonne chose, parce que je suis là, mais je me dis, c'est étrange que je suis le seul. Comme, y a-tu d'autres personnes qui ont compris le message aussi, qu'on devrait être plus? Fait que je pense que j'utilise aussi ma plateforme à essayer de renforcer puis donner peut-être du courage, ouvrir des portes à d'autres personnes qui me ressemblent. Yo, guys, je peux pas être le seul à cet événement-là. Je peux pas être le seul autour de la table ronde à Radio-Canada en train de pousser la culture pour dire qu'on a besoin de ça. Je peux pas être le seul à stratégie PME qui ressemble à ça, à essayer de vraiment bâtir. Je peux pas être le seul. Puis je me retrouve souvent à être le seul. Fait que je comprends qu'est-ce que tu veux dire comme étant la seule femme qui est en train de pousser quelque chose comme ça. Mais il y a un manque de mixité. Puis, des fois, c'est juste parce que les gens n'ont pas la connaissance. Ils le savent pas. Genre, au gala, exemple, là, moi, j'ai appris 3 semaines avant la première édition que Taille existait. Taille TL. Genre, le gars a 1,2 million de followers à ce moment-là. Back, il y a 3 ans. Il y a 1,2 million de followers sur TikTok. Je l'ai jamais vu dans mon feed. Je produis un gala d'influenceurs, je l'ai jamais vu dans mon feed. Puis là, je regardais, genre, le père de mes enfants qui était là, puis, tu sais, lui, il est moitié haïtien. Puis il était comme, comment tu connais pas Taille? On vit au même IP address. Mais he was never on my For You page. Fait que c'est difficile d'appeler quelqu'un que tu sais pas qu'il existe, là. Fait que ça, c'est un problème, 1. Fait que le fait que les gars fassent des événements d'entrepreneurs entre eux, puis les femmes font des événements d'entrepreneurs entre eux, fait en sorte que les deux se connaissent pas. Fait qu'en partant, ils ne s'invitent pas parce qu'ils se connaissent pas. Okay. Exactement. Ça, c'est la base. Puis après ça, ben, c'est de vraiment impliquer le monde. Puis c'est quoi les barrières? On a fait un comité de diversité dans le cadre du gala il y a 2 semaines. On a appelé genre 16 personnes de différentes communautés, man. Petites personnes, créateurs plus vieux, différentes origines, différentes cultures, différentes couleurs, différentes langues, tout ce que tu veux. On les a assis pendant 2 heures
dans une pièce, puis on a dit « Bon, gang, comment qu'on fait pour vous rejoindre? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Est-ce qu'on fait du marketing sur dire qu'on promote la diversité? Non, on fait pas ça, c'est brûlé, tout le monde a fait ça. OK. Est-ce qu'on met des quotas? Non, ça, c'est pas naturel, on fait pas ça. » On a posé toutes les questions, une après l'autre. C'est quoi les barrières? C'est quoi la perception? C'est quoi... Malgré qu'on est sûrement un des galas où est-ce qu'il y avait le plus de diversité dans le crowd, la réalité, c'est que quand tu regardes mes nommés l'année passée, c'était tous des white female 35. Ouais, ça, je les spot. Mais tout le monde le spot. I have eyes, là. Quand on a sorti les nommés, j'ai regardé l'académie et j'ai dit, guys, il faut faire quelque chose. C'est un événement de femmes. Non, bien, les nommés, c'est 80 mais il y a beaucoup plus de créatrices que de créateurs. Ouais. Puis, au bout du compte, le problème revient à ça. Si on n'a personne de la diversité qui s'inscrit, exemple, on n'aura pas de nommé de diversité. C'est la base. Mais tu vois, puis je pense qu'il y a beaucoup... De la première édition, j'avais pas été, mais j'avais abordé beaucoup des points parce que j'ai suivi, puis tout, puis j'avais abordé des discussions avec Jean-Michel. Oui. Puis j'ai dit comme, tu sais, il y a un problème de diversité dans tout ça. Parce que si on allait avoir un événement qui s'appelle le Gala des créateurs du Québec, puis il n'y a pas genre la diversité, c'est comme un peu biaisé, tu sais. Bien sûr. Fait que, puis je pense que, puis je suis content, puis c'est ça que j'adore de vous, parce que j'ai juste abordé ça à lui, puis on dirait que ça l'a cliqué automatiquement, puis il a commencé à me poser énormément de questions. Puis, tu sais, moi, j'ai dit, tu veux que... c'est un peu qu'est-ce que garde. C'est un peu comment, genre, je parle aussi à certains de mes sponsors, mais tu veux avoir accès à une certaine communauté. Je suis comme une de ces portes-là. Du fait que je suis ici à Black Box, que j'ai accès à tous les... On touche tous les Latinos, tous les Noirs, tous les Africains, j'essaie d'aller chercher le plus... Je vais aller chercher des Asiatiques, je vais aller chercher des Arabes. Puis je pense que c'est ça une des forces où est-ce qu'on est en train de faire. Puis à la fois, pouvoir collaborer avec, admettons, le gala, moi, je peux amener tout ce bagage-là. Puis dire, guys, ici, voici qui je pourrais vous proposer, qui je pourrais amener là. Puis je pense que c'est là que il va y avoir cette balance-là qui va s'en venir. C'est sûr qu'on va être minoritaire en termes de... Parce qu'il n'y en a pas énormément de... C'est ça. Tu peux pas t'attendre non plus à ce que la représentation... soit 50-50, là. Exact. Faut être logique à travers tout ça. Mais, au bout du compte, il faut vraiment faire un effort vers les autres. Un effort qui est réel et qui n'est pas juste « moi, je fais du marketing sur la diversité ». Il y en a bien trop qui font ça. La diversité, c'est pas une personne de couleur sur un tapis rouge qui a un accent keb. C'est pas ça. Et même moi, ça me gosse. Étant un latino, moi, ça me gosse vraiment quand on essaie de rentrer dans la discussion DEI. J'ai essayé de l'aborder. Je l'ai légèrement abordé avec un prof du HEC qui est venu ici, par exemple. Ouais. Les politiques au HEC, la diversité, inclusion, égalité, c'est ça, là, le E? Whatever. I don't even know. Mais c'est ça, je te dis, il y a trop de gens, ça a été brûlé, cette carte-là. Il y a trop de gens qui se sont dit, nous, on veut être diversifiés, mais ils n'ont rien fait de concret pour l'être. Exactement, puis c'est pour ça que je suis en désaccord avec cette politique-là, cette façon de voir les choses. Parce que l'affaire, c'est que vous allez juste essayer de remplir des bancs, mais est-ce que les bancs sont faits vraiment avec les personnes de qualité, tu sais? J'aime mieux qu'on en ait peu, mais qu'on soit représentatif de qualité, qu'il y en ait plein, juste pour dire OK, regarde, on a fait notre 10 %. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que aussi la diversité doit être à tous les niveaux. Elle doit être sur notre conseil d'administration, elle doit être dans nos fournisseurs, elle doit être dans nos jurys, elle doit être partout. C'est comme ça que tu es vraiment inclusif. C'est quand tu n'as plus besoin de le dire. It's everywhere. Ouais, non. Moi, je pense que vous êtes dans la bonne direction. Oui, c'est pas facile, mais on veut. Puis on est plus actionable que d'autres personnes là-dessus. Ouais, non, Mais regarde, moi, j'ai énormément de choses, je peux dire, par rapport au gala, vraiment dans... Parce que, regarde, je vais te dire des choses que peut-être d'autres personnes, des Noirs de la communauté, ont dit par rapport à votre événement. Ouais. Ils veulent pas participer, justement, comme, ils nous intègrent pas. Oui, mais ça, c'est la roue sans fin. Tu vas regarder les nommés, tu vas être comme, il n'y a pas de personne de couleur, donc je ne vais pas m'inscrire, donc tu t'inscris pas, donc il n'y a pas de personne de couleur. À un moment donné, il faut briser la chaîne. Puis moi, je suis pas impliqué, tu sais, je suis comme membre aussi, nouvellement, mais je suis pas nécessairement impliqué dans vos affaires. Mais j'ai comme un lien aussi que maintenant, j'ai le lien avec toi ici, mais tu sais, des fois avec Jean-Michel, on se parle puis tout.
Puis moi aussi, j'essaie de dire aux gens ici, comme, guys, mettez un peu l'orgueil de côté. Puis c'est tout le temps cette mentalité-là qui va se passer. Justement, il ne va pas avoir de représentation. Fait que moi, j'essaie de pousser mes gens ici du Black Box comme on va vous inscrire, on va vous faire rentrer le plus possible pour que vous soyez partie soit des nominés ou whatever, des trucs comme ça. Mais c'est sûr que, parce que du moment qu'il y en a un, je pense que l'autre va venir. Mais si. On cherche des jurys. Je lance ça. Vous avez compris, je cherche des jurys. On cherche des jurys. Non, définitivement, gars, je pense qu'il y a du progrès à faire. Mais si on vient vraiment au sujet de oui, on s'est comme écarté du sujet principal. Ouais, gars, moi, je pense que, il y a comme... C'est quoi ton opinion par rapport à vraiment ces valeurs traditionnelles-là? Moi, personnellement, je suis très pro-liberté individuelle. Et ta liberté s'arrête où est-ce qu'elle empiète sur l'autre. Fait que, au bout du compte, je veux juste que les gens aient le choix. Si t'as envie d'être une maman à la maison, grand bien t'en face. Si t'as envie d'être un papa à la maison puis que ta femme elle travaille puis elle fait un gros salaire, tant mieux aussi. Okay. Choisissez donc bien qu'est-ce que vous voulez. Au bout du compte, là, pour élever une famille, il faut un équilibre puis il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus disponible. Ou que, c'est sûr que si t'as 2 parents qui travaillent 90 heures semaine, pour élever des enfants, c'est un peu moyen. Mais est-ce que ça doit être la femme qui doit rester à la maison tout le temps? Non. Est-ce que quelqu'un aurait pu me remplacer dans mon accouchement? Bien sûr que non. C'était moi qu'il fallait qu'il fasse la grossesse. C'est moi qu'il a fallu qu'il mette vie à mes enfants. Puis, il fallait aussi que j'allaite par la suite. Puis, la réalité, c'est que même si je pompais mon lait plutôt que d'allaiter, c'est aussi long. Fait que tant qu'à ça, moi, juste le faire. Mais, puis ça m'a fâchée. Genre, comme entrepreneur, puis go-getter, puis fille de carrière, ça m'a frustrée quand j'ai réalisé qu'on ne sera jamais égal. Parce que la maternité elle-même rend les choses inégales. Puis à un moment donné, il faut accepter ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est condamné parce que. Ouais, puis honnêtement, je trouve que la maternité, c'est une des choses les plus belles. Absolument. Puis je revivrais ça n'importe quand, puis ça. Puis je voudrais jamais, vraiment qu'on enlève ce... Tu sais, moi, à un moment donné, je me sentais un peu genre jaloux, qu'il y a une certaine relation que, mettons, mes enfants vont avoir avec leur mère que moi, je pourrais pas donner. Absolument. Ça aussi, c'est inégal. Ça ne le sera jamais. La première année de vie, c'est prouver psychologiquement qu'un enfant peut s'attacher à une personne. Fait que ton enfant, là, il commence à être ton best buddy avec daddy là, après 1 an, à peu près. Quand il commence à se détacher de sa mère puis comprend que ben, il n'est pas la même personne il est en plus partant. Fun, lui. Exactement. Puis que il me crie pas après. c'est papa qui va me faire l'avion, là, tu sais. Fait que tout ça, c'est correct. Puis c'est correct aussi qu'il y ait des différences dans un couple, dans une énergie, puis tout ça, mais c'est pas parce que tu es un certain sexe que tu dois être ça. Moi, ce que je trouvais plate, c'est justement le mouvement féministe qui se fâchait justement contre ces femmes-là qui ont pris la décision. Comme parce que si on voyait dans les commentaires, il y a des femmes que « Ah, t'es pas obligé de... On est retourné dans les années 50. » Je suis comme « Ben, c'est pas qu'ils sont retournés, c'est une décision qu'ils ont prise entre eux-mêmes. » Même eux, ils en ont parlé, ils ont dit comme « Hey, on a fait un pacte parce que moi, je gagne plus d'argent, puis je suis capable de compenser si tu n'as pas ce salaire-là, puis de cette façon-là, mes enfants vont grandir plus en... » Moi, ça serait cool aussi. J'ai posé la question à ma femme, genre. Elle a dit en joke, ouais, tu veux-tu payer es-tu prêt à faire le salaire? Je suis comme si je le ferais, est-ce que tu le ferais? Elle serait comme, elle n'est pas fermée à l'idée. Mais aussi, je sais qu'elle, dans son cœur, elle veut aussi ce hustle, ce grind-là. Elle veut se sentir, genre, vraiment comme une go-getter. Fait que je pourrais jamais lui enlever ça. Mais je pense que, si entre couples, on vient à une décision où est-ce que, ben, on est capable de faire certaines choses que peut-être très peu de personnes dans la société sont capables de le faire à ce jour. Ouais. Puis tu es d'accord, je suis d'accord. Why not? Mais je trouve qu'il y a du monde, énormément de personnes qui prenaient ça trop à cœur ou est-ce que c'est pas de votre situation, pourquoi ça vous cause un problème? Puis c'est de là que, quand tu as une personne qui embarque, une autre personne embarque, là, virale, puis là... Mais là, ça non plus, je suis pas d'accord. Empêcher quelqu'un de faire son choix éclairé, de rester maman à la maison, c'est empêcher les libertés individuelles de l'autre côté. Moi, je suis pas plus d'accord avec ça. Tu considères-tu féministe? Dans la vraie définition du féminisme, qui est pour l'égalité homme-femme ou equal chance of succeeding, oui. OK. Ben, intéressant parce que j'ai remarqué aussi que derrière cette levée-là,
Il y a deux types de féministes, justement. Celle-là que tu viens de décrire, qui est là pour... le terme que j'utilise, « empower the woman ». Oui. Je pense que ça, c'est totalement comprenable. Mais il y en a une autre aussi, un autre genre, que elle, son empowerment, c'est en rabaissant l'homme. Puis c'est là que je trouvais qu'il y avait un problème. Comme, on prend la vente. Tu vois, t'es pas un bon vendeur si ton pitch doit rabaisser la compétition. Exact. Ça veut dire que tu n'as aucune valeur ajoutée à amener à le client potentiel. Puis dans le fond, ta seule valeur ajoutée, c'est de dire « Ah, mais lui, son imprimante, c'est de la merde. » Oui. Il n'est pas bon, il est plus cher, c'est de la merde. Quand c'est ça ton pitch de vente, te faire. Je trouve que comme ce type de femme-là, où est-ce que leur approche, c'est de dire « Ah, les hommes, c'est des losers, les hommes, c'est ci. » Je suis comme « Yo, bro, et où ta valeur ajoutée? » Non, mais moi, je suis pas d'accord avec tout ça. J'ai rien contre les gars. Fait que c'est là que je trouve que vraiment cette discorde qui se passait, je suis comme ça vire en fou, ça vire en couille, puis aussi comme les médias, ils contrôlent, ils manipulent énormément comment les choses vont être mises. Moi, à travers mes positions sur ce sujet-là, j'ai l'impression qu'on a essayé de me faire dire des affaires que je pensais pas vraiment. Ou qu'on a rationalisé le conflit d'une façon qui se rationalise pas. Quand tu m'argumentes sur le fait que, exemple, Trump n'a pas enlevé le droit à l'avortement en me disant qu'il l'a redonné aux States, c'est vrai, là. But at the end of the day, ça a causé des millions de femmes d'empêcher le droit à l'avortement. Le résultat est le même. Peu importe comment tu l'expliques, la fin est la même. C'est là que j'ai aussi un problème de dire « Ah, mais on n'a pas enlevé le droit à l'avortement, on l'a redonné aux States. » Oui, mais la fin est la même, guys. Genre, l'expliquer dans les mots ou en théorie, ça change rien. La fin est la même. C'est là où j'étais comme... Tu peux même pas m'argumenter là-dessus. Tu as le droit d'être pro-vie si tu veux. Mais tu peux pas me dire qu'on n'est pas responsable de qu'est-ce qui se passe. On est responsable de qu'est-ce qui se passe. Ouais, ça là est touché. Moi, je suis 100% pour prendre la décision, mais je pense que la décision doit être faite entre les deux aussi. Parce que, tu sais, admettons, je sais pas si j'ai déjà connu un homme qui voulait absolument plus l'avortement que la femme. Tu as déjà vu un cas comme ça? Ben oui. Mais admettons, je veux dire le contraire, que la femme voulait l'avortement plus que l'homme. Oui, ça aussi, ça arrive. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là. Peut-être qu'il y a des recours légaux, mais à partir du moment... Tu sais, il faut comprendre que, mettons, un fœtus, un embryon, là, du moins, au début, il n'est pas viable à l'extérieur de la femme. Mm-hmm. Fait que pour arriver à ta décision finale de « je veux être père et garder l'enfant », il faut quand même qu'elle le fasse puis elle l'accouche. Il n'y a pas de vérité absolue là-dessus, là, selon moi. Puis il y a du monde qui seront fondamentalement toujours pas d'accord des deux côtés. Ouais, j'ai vu des cas extrêmes où est-ce qu'il y avait un cas extrême que j'ai entendu dans un podcast d'où je pense qu'il y a du moment que il y a juste un petit quelque chose qui se passe. Bon, c'est la vie. Je suis comme, yo, ça fait genre une journée. C'est gros comme you can't even c'est rien, see là. it. C'est... En tout cas. Mais, tu sais, est-ce que je suis pour l'avortement jusqu'à 8 mois et demi? Clairement pas. Ça, c'est wrong, je trouve. Qui ferait ça? Il est déjà là, il bouge. Mais encore là, tu sais, c'est tellement peu de personnes ou dans un contexte tellement particulier rendu là que ça vaut même pas la peine d'être discuté. Là. Ouais. Anyway, je pense que c'est pas un sujet. Je pense que le sujet est très clair. Je ne vois pas, tu sais, vraiment que ça... Regarde, moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que ça a été une grosse farce qui est allée médiatique. On reconnaît, tu sais, vraiment, c'est un certain bon sens. Tu comprends qu'est-ce que les choses doivent être faites. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est la montée du discours masculiniste dans les médias. Où est-ce que, encore là, c'est défendu par free speech. Mais ton free speech, c'est une attaque directe à mes droits individuels. OK, je te comprends. Qu'est-ce qui serait un discours masculiniste qui est vraiment... À part, tu sais, OK, si on isole le cas que femme reste à la maison. Ouais. Y a-t-il un autre point que tu trouves qui serait... Ben, toute la notion du body count. Ou est-ce que c'est correct pour un gars d'avoir un body count élevé, mais pas pour une fille? Ça, je trouve ça stupide. Parce que tu perds ta valeur. Il y a vraiment du monde qui argumente ça? Ben oui. Notre chère gang qu'on veut pas nommer.
OK. Euh, Je comprends. non, mais c'est ça. OK, je comprends. Puis la base même de leur discours, c'est de dire que parce que moi, je suis plus dans mon énergie masculine, eux sont pas capables de... non, parce que moi, je suis pas dans mon énergie féminine, ça les empêche, eux, d'être dans leur énergie masculine. C'est ça le fondement qui est dérangeant. OK, je comprends. Là, c'est beaucoup plus clair de voir vraiment... Parce que je sais que vraiment, il y a un discours qui dérange, qui est stupide. Puis pour moi, c'est comme, les backslaps, là. J'ai eu peut-être un jeune à un moment donné qui... Encore là, puis je pense que c'est des cas perdus. Mais il y en a beaucoup des perdus, non, là, mon chum. Mais non, exactement. Il y en a beaucoup. C'est des cas perdus, mais il y en a énormément beaucoup, puis j'ai pas la solution derrière ça. Parce que c'est des cas, justement, qui ont été négligés, qui n'ont pas d'estime, qui cherchent une tribu, puis la seule tribu qu'ils ont trouvée, ben celle-là c'est des jeunes qui blâment tout leur manque de succès à cause peut-être une fille. Puis leur seule façon de se venger, c'est la rabaisser. Mais, check, je t'invite. C'est horrible. Je t'invite et je vous invite à juste essayer de prendre la comparaison, de prendre un vidéo de quelqu'un qui est masculiniste, puis de remplacer femme par latino, voir comment ça hit. On va faire le test. Juste, parce que t'es latino, tu devrais rester à la maison. Parce que t'es latino, tu devrais... Non. Vous allez comprendre pourquoi je suis automatiquement agressée par ce qu'ils disent. Parce que, au bout du compte, toute la façon dont le contenu est construit, si tu remplaçais ça par une culture différente, ça serait du pur racisme. Drette là. Mm-hmm. Je te suis. Puis, je suis tombant rendu là. Honnêtement, j'ai aucun argument contre ça. Puis dire... It would be going back to slavery. Carrément. Puis pour moi, ça revient justement ce groupe de gens qui sont juste égarés dans le système. Où est-ce que... C'est quoi le secours pour... Gars, honnêtement, là, la chose la plus polarisante que je peux dire en ce moment, si je serais un des leaders... d'une nation comme ici, je pense que je mettrais le militaire obligatoire à 18 ans. Grow some fucking balls. Écoute, pour vrai, c'est sûr qu'à 18 ans, tout le monde est perdu, guys. On sort de l'adolescence, tu te cherches, c'est normal là, qu'on passe par là. C'est juste qu'en ce moment, il y a beaucoup d'influences qui créent des mouvements, que c'est un peu inquiétant. Ma grand-mère, là, elle a 94 ans. Okay. Ma grand-mère, dans sa vie, là, à un moment donné, elle s'est mariée puis elle a reçu un manuel to how to be a good housewife. God damn. Puis là, en gros, ça veut dire là, que quand tu te lèves le matin, peu importe quoi ta situation, quand tu te lèves le matin, il faut que tu te lèves avant ton mari, puis il faut que tu te maquilles avant qu'il soit levé. Parce qu'il ne faut pas qu'il te voie le matin, pas arrangé. Puis après ça, il faut que tu ailles faire son petit déjeuner. Après ça, tu torches toute la maison, tu t'occupes des kids, puis il n'y a pas de garderie parce que you're a housewife. Fait que tu es à la maison toute la journée avec comme 5 enfants. Elle avait 5 enfants, ma grand-mère. Puis là, le soir, après avoir fait son souper, puis, je sais pas, masser ses pieds quand il revient du travail, tu dois être disponible aussi pour faire l'amour, même si ça te tente pas. C'est écrit dans le manuel. Are we going back to this? C'est ça, là, la proposition des masculinistes? I'm so not jumping in that boat, my friend. Comme, ça, c'est des gens qui sont encore en vie. OK? À ce jour, c'est du monde qui ont vécu ça de leur vivant. Je te parle pas de quelque chose qui arrivait il y a 300 ans. Là. Je te parle de quelque chose de dans le dernier siècle. Le droit de vote des femmes est arrivé dans les années 40 au Québec. Ça fait même pas 100 ans qu'on peut voter. Fait qu'en tant que femme qui regarde ça puis qui me dit « ça fait moins de 50 ans que j'ai des libertés individuelles », c'est si fragile. Ça prend juste une crise sociale, puis tu le vois, là, aux States, ça s'est passé direct devant nos yeux. Une crise sociale pour qu'on perde nos droits. We can't say nothing. Puis j'ai beaucoup de réactions de gens à mon Facebook qui sont comme « arrête de leur prêter de l'attention » ou qui m'écrivent comme si, genre, j'étais en réaction à la chose. Mm-hmm. C'est pas de la frustration ou de la tristesse. J'essaie de sensibiliser les gens au sujet parce que si personne le dit, ça va se faire. I hear you.
Puis, tu sais, moi, personnellement, comme j'ai dit, je voudrais jamais qu'on revienne dans ce monde-là. Puis, oui, il y a des gars que, moi, en grandissant, mettons dans ma vingtaine, j'étais stupide à un moment donné. On t'a cité, mais il y a du monde qui était pire que moi. Oh, oui. Mais après devenir un père de jeune fille, complètement, ta façon de voir les choses change. Bien sûr. Puis, moi, je pense que je vois dans qu'est-ce qui se passe, je vois ce genre de discours-là. Je suis totalement en désaccord parce que je ne veux jamais voir qu'une de mes filles va être soumise par quelqu'un de contrôlable. Fait que je me pose énormément de questions. Qu'est-ce que je peux faire? Premièrement, j'essaie de voir vraiment dans tout mon pouvoir, tout qu'est-ce que j'ai. J'ai une plateforme. Fait que je me dis, OK, ben une chose certaine que je peux faire, c'est donner voix à genre des personnes comme toi. À des femmes, j'ai eu en ce moment Stéphanie Bélanger, qui était là la semaine dernière. Vie de rêve, c'est une femme avec extrêmement genre d'ambition qui a eu du succès dans un domaine d'homme. Ça me fait plaisir de partager son histoire. Mais ça aide, ça. Justement, comme ça, c'est ma job. Parce que moi, en ce moment, comme je te dis, il y a certaines choses, je n'aurais pas de contrôle. À un moment donné, je ne serais pas là, présente pour elles, pour ces filles-là. Puis, qu'est-ce que je peux faire pour elles? C'est donner les meilleurs outils possibles, leur donner un standard. Fait que moi, j'ai comme une responsabilité immense d'être un homme à un certain niveau de standard où est-ce que mes filles vont jamais voir en bas de qu'est-ce que je vais leur donner. Genre, comme une assiette. Mais les meilleurs avocats de la cause féministe, ou ceux qui peuvent le mieux porter notre message, c'est des gars. C'est complètement des gars qui vont... Tu sais, genre, mon chum, il a fait une vidéo là, sur le patrimoine familial, puis il a commencé par... Ouais, Joe, je suis tannée d'entendre parler des mâles alpha, nanana. Ouais, qu'est-ce qu'on en pense, ces autres? Puis là, tu sais, c'est quand même deux gars qui parlent dans un podcast, tu t'attends à ce que ça aille vers... Puis ils disent, va te dire une affaire, ça va pas mal plus vite construire un patrimoine familial à 2 salaires qu'à 1. Hein? Ben, 100%. Ça, c'est du bon advocating. Puis, non, justement, puis c'est ça que moi, tu sais, j'utilise ma plateforme. C'est pour ça que, tu sais, j'encourage énormément, tu sais, à avoir des femmes qui ont un bon caractère, qui sont inspirantes ici, parce que qu'est-ce que je peux faire comme homme pour faire en sorte que mes filles aient un bon futur? C'est, premièrement, ça vient de moi. Leur montrer un standard, c'est quoi? Fait que je veux jamais qu'ils prennent une pourriture en bas de quelqu'un qui va juste maltraiter. Puis c'est pour ça que j'ai énormément de responsabilités que je dois bien traiter leur mère. Bien parce sûr. qu'ils regardent ça. Parce que du moment que je dévie, je viens de leur montrer peut-être une option de qu'est-ce qui devrait être. Oui, et tu vas leur envoyer le message que c'est acceptable de se faire traiter comme ça, tout simplement. Fait que, moi, c'est que ma part, mais puis exactement comme je te dis, il y a certains types de profils de ce genre de gars-là qui me font peur. Parce qu'il y en a qui sont très bons manipulateurs. Il y en a qui sont très bons, tu sais, peu importe à quel point une femme est forte, peut facilement tomber dans le piège, hein, mettons, un de ces gars-là, manipulateur. Oui, puis non. Quelqu'un comme moi ira jamais vers quelqu'un comme ça. Jamais de ma vie. Puis en toute transparence, ces gars-là, ils me regardent et sont terrorisés. OK? They're fucking scared just because je représente tout ce qu'ils disent qui est pas possible. Je suis une femme, je suis une blonde, je suis une carriériste, puis j'ai des enfants. Je fais tout ce qu'ils disent qu'une femme devrait pas faire. Et ils me regardent, ils sont terrorisés. And tant mieux. J'ai même pas envie de t'avoir dans ma vie. Stay away. Mais I won't say nothing. Je vais pas me taire. Je vais jamais me taire. Jamais, jamais, parce que je ne rends pas service à la cause en ne disant rien. Non, définitivement, je peux encourager ça. Puis, de l'autre bord de la médaille aussi, je peux comprendre aussi pourquoi il y a des jeunes hommes qui sont, genre, perdus. Justement, que peut-être avec des discours où est-ce que, c'est comme... Il y a des discours où est-ce qu'on dirait qu'on enlève certains droits, l'homme essaie de faire certaines choses. Admettons, n'importe quoi que tu essaies d'être homme, t'es toxique. Ça, c'est où est-ce que, je trouve ça plate. Parce que c'est pas vrai. Parce que moi aussi, je suis d'une certaine façon où est-ce que je
peut dégager énormément, tu sais, vraiment de cette énergie masculine sur certaines choses. Puis je pense qu'il faudrait aussi, d'un autre bord, arrêter d'essayer de voir toutes les actions qu'un homme fait. Admettons, j'ai déjà eu un débat avec quelqu'un, puis moi, dans ma maison, un de mes rôles, c'est fondamentalement, c'est de protéger ma maison. Oui. Puis un des arguments que j'ai reçus derrière ça, pourquoi? Ben, je suis comme, c'est ça mon rôle. Pour moi, c'est comme ça que je sens. Mon instinct naturel, c'est de protéger ma femme, mes enfants, ma maison. S'il y a quelqu'un qui rentre dans ma maison par infraction, c'est moi c'est moi le premier qui va voir. Et pas parce que je sens que c'est la job de l'homme, mais je pense que c'est ma responsabilité à la base. Mais admettons, ce type d'approche-là, dans certains cas, c'est vu comme toxique. Ah, quoi, tu veux que je dise à ma femme, ouais, prends le bat de baseball, puis va battre le dude, puis j'allais me cacher avec les filles. Je trouve ça lâche d'une certaine façon aussi de ma part. Non, je comprends qu'il y a le rôle traditionnel qui est associé au gars en voulant dire c'est lui qui va protéger la famille, ça va être lui le provider, whatever. Mais la réalité, là, c'est que il faut séparer les énergies masculines, féminines des sexes. OK? Dans le sens où si ta femme elle travaille au FBI ou à la police, là, il y a vraiment des bonnes chances qu'elle fasse une meilleure job à protéger ta maison que toi-même, là, juste en matière de compétences. Maintenant, est-ce que moi, c'est le cas? Non, j'ai pas envie de me battre avec personne avec une batte de baseball. Ça me fait chier m'écorcher un doigt en attachant un siège de taux, là, tu comprends? Genre, je suis quelqu'un qui est délicate. J'aime pas ça. J'aime pas ça me faire pitcher des affaires. J'aime pas ça jouer à la lutte. C'est pas dans ma nature faire ça parce que c'est pas dans mon énergie. Mais ça se peut là, que ta femme est neurochirurgienne puis qu'elle fasse 300 000 par année puis que t'es prof d'éducation physique. Là. Ça se peut que ça soit elle le provider aussi, tu sais. Yeah, ça, quelque chose que je trouve que c'est quand même important de souligner même à ce jour. Moi, je vois rien de mal que peut-être la femme fasse plus d'argent que l'homme. Je vois pas de problème avec ça. Il y en a plein qui voient un problème. Là. J'ai posé la question à many people. Puis, tu sais, regarde, moi, à un moment donné, ma femme faisait plus d'argent que moi. Mais regarde, tu peux le voir, il y a certains contextes d'un point de vue personnel. Ouais. Déclaration, elle faisait plus d'argent que moi. Mais, tu sais, d'un point de vue aussi, on est des entreprises, fait que... Déclaration. We won't go there. On va couper cette partie-là. Je fais une collab avec Revenu Québec. Fuck, on va couper ça. Note le temps. OK, mais... Je sais tellement. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Exactement, tu comprends. Sur papier. Alors, il faut bien avoir des avantages à avoir une ink, là, de temps en temps. T'sais. Mais tout pour dire que, tu sais, je pense que, tu sais, dans la certaine dynamique qu'on a eue, à un moment donné, elle faisait plus d'argent que moi, acceptable, mais le fait qu'elle avait cette stabilité-là, moi, ça me permettait de grind, jusqu'à un moment donné où est-ce que, tu sais, je l'ai dépassé. Mais c'est un travail d'équipe. Puis justement, puis ça, je trouve que, tu sais, il ne faut pas se sentir comme un homme inférieur. C'est ça la dynamique. Il faut avoir un plan de match. Ça, c'est notre plan de match où est-ce que, yo, babe, on va devoir, tu sais, vraiment se fier sur ta stabilité. Puis mon entrée va quand même continuer à générer. Mais le but, c'est qu'à long terme, ben, ce soit la mienne qui soit dominante et non la tienne. Parce que tu m'as donné l'opportunité de même pouvoir me former, me bâtir. Puis, en réalité, quand on retourne aux énergies, là, je ne suis pas une spécialiste en la matière, il y a du monde vraiment plus compétent pour parler de ça. Mais, mettons, le actionable, c'est vraiment une énergie masculine. Si tu es une femme en business et tu n'as pas d'énergie masculine, most likely, tu penses à tes idées, tu es vraiment dans ton flow, mais tu n'es pas trop dans l'action. Parce que l'action, c'est un trait d'énergie masculin. Puis, tu vois, quand j'étais dans mon crowd de filles, quand je faisais du MLM, ça me saoulait, ça. Les espèces de conseils de « Ah, ben là, enlève tes souliers, va courir dans les champs, puis connecte avec ton toit intérieur. Là, c'est comme ça que tu vas devenir millionnaire. » What the fuck are you saying? Comment ça marche? Genre, pour vrai. Comme, en même temps, l'intuition, qui est quand même une qualité fucking importante en entrepreneuriat, c'est complètement féminin. Fait que les gars auraient aussi beaucoup avantage à suivre leur intuition comme entrepreneur. Tu comprends? C'est un mix des deux. Quand tu arrives à aller chercher le bon et des deux côtés, c'est comme ça que tu vas arriver à être un king coche entrepreneur, peu importe si t'es une fille ou un gars.
Mais j'ai aimé cette notion la première fois que quelqu'un me l'avait mentionné, tu sais, vraiment les énergies féminines, l'énergie masculine, puis autant les hommes et les femmes possèdent un peu de half and half, tout dépend comment tu gères sur ton activité. Je trouvais ça une bonne façon, comment que intéressant. Ben oui, ça permet de séparer les choses, de te dire, moi j'ai un trait de caractère qui est plus comme ça, voici mes forces. Puis c'est pour ça que moi, comme fille, j'arrive à évoluer dans un monde de gars. C'est parce que j'ai une énergie très masculine en business. Puis il y a une partie de la raison pourquoi Kamala Harris a perdu ses élections, c'est parce qu'elle n'a pas assez de masculin. Bon. Regarde, je pense que ça peut résoudre à peu près, genre vraiment 7% du débat. Le débat c'était pas vraiment un débat. Je trouve que c'est juste une compréhension de voir du point de vue de quelqu'un, tu sais, vraiment de comment tu vois les choses. Puis je suis 100% d'accord. Je supporte ce que tu dis. J'ai aucun désaccord avec ça. Je trouve que c'est une bonne chose. Il faut continuer à encourager. Il faut continuer à encourager, tu sais, vraiment qu'on ait les mêmes opportunités. Je pense que c'est ça le message. Ouais. Mais sinon, regarde, on peut wrap ça ici. Faut que j'aille à la garderie. Ouais, moi aussi. Mais sinon, Laurence, merci de ton input. Merci de vraiment tout ce que vous faites pour les créateurs. Mettre énormément d'énergie. Je trouve que vous avez un des meilleurs événements dans qu'est-ce qu'il y en est pour supporter vraiment les créateurs. Continue à mettre ton énergie masculine de l'avant. Moi, j'adore ça, honnêtement. Je trouve que j'ai des grandes relations avec des femmes qui sont intimidantes qui peut être vues intimidantes de la part d'autres gars. Je réalise que, c'est ça, guys. Ça se soigne, les gens. Oui, exactement, guys. Genre, comme je dis, on va tous vous inscrire au militaire. Peut-être que vous n'avez pas eu assez de pression dans la vie. Puis qu'une femme forte vous fait peur. Moi, ça m'amuse. Je trouve ça cool, une femme forte. Je suis encore là. J'aime ça, voir des gens forts. Mais moi, peu importe. Moi, j'ai toujours dit, peu importe quoi ton sexe, if you're shining too bright, puis que ça dérange les autres, qui s'achètent des fucking lunettes de soleil, man. I religion. That's it. Genre, arrêtez de vous excuser d'être qui vous êtes. Soyez qui vous voulez, puis soyez flamboyant. Genre, it's the best of the best. That's it. Ben, merci, Laurence. Merci de m'avoir reçu. On ferme cette année comme ça, en 2024. Let's go. Grindez pour votre 2025. Là. Allez acheter vos billets pour le Gala Créa. Oui, Influence Création. 31 mai, Place Belle. OK, vous avez compris. Let's go, guys. Il y a aussi podcast. It's a wrap!